Et voilà, nous avons vu la Snyder Cut. Voici le sujet de ce nouveau Bat Talk signé Batman Legend. Je suis accompagné de 4 membres de la team Batman Legend. Moi, c'est Nico et je suis également avec Alexandra, Salut tout le monde. mais aussi Peli. Je crois que c'est la meilleure intro que t'aies jamais faite. Bah, surtout qu'il nous a pas prévenus en fait. Voilà. Salut tout le monde. C'est la surprise. Mais attendez, j'ai pas fini puisqu'il y a aussi Siegfried Bonjour à tous. et Bruno. Putain, je vais passer chez Marvel, moi. Comment ça, tu vas passer chez Marvel? Tu sais qu'ils n'ont pas la Snyder Cut chez Marvel, et nous, chez DC, on l'a. Alors, ça Ils va... ont bien raison de pas l'avoir. Bref, Ouais, voilà. Oh là là. Siegfried, on va bien mettre l'ambiance dès le début. on va bien mettre l'ambiance. Alors, vous savez, dans la Snyder Cut, il y a Darkseid, le destructeur de monde. Nous, on a Siegfried, le destructeur de films, qui sera avec nous pour vous parler de cette Snyder Cut. Alors, certains ont aimé, certains ont adoré, certains n'ont pas aimé, d'autres ont détesté. Et effectivement, on va découper ce podcast alors en deux grosses parties, en tout cas une petite partie et une grande partie, avec pour débuter une partie sans spoiler, s'il vous plaît, messieurs, dames, pour éviter à toute personne malencontreusement qui lance ce podcast de se faire spoiler gravement la Snyder Cut. Et puis on enchaînera avec du gros spoiler, puisqu'effectivement, difficile de parler de la Snyder Cut sans évoquer en détail les éléments qui la composent. Et donc, dans cette première partie sans spoiler, j'aimerais déjà faire un petit tour de table pour vous demander un petit peu ce que vous avez pensé de manière générale sur le film. Je vais commencer par Alexandra. Moi, de manière générale, j'ai bien aimé. J'ai vraiment passé un bon moment. Je n'ai pas vu les 4 heures malgré ce que je pensais. Après, évidemment, il y a des défauts, mais c'est quand même bon. Beaucoup de défauts. Après, j'en ai noté et on les relèvera. Évidemment, il y a quelques défauts. Après, ça reste un film qui a été fait à partir de quelque chose qui était déjà très compliqué. Il y a des choses de Snyder qui sont compliquées. Donc oui, il y en a quelques-uns. Après, je reste quand même sur un avis où l'idée de base, quand tu vois un film, c'est ton impression tout de suite si tu as passé un bon moment ou pas, il faut pas l'oublier. Et j'ai passé un bon moment. Et aussi, mon compagnon, qui ne lit pas de comics et qui n'est pas forcément fan de ça, a aimé et a apprécié les 4 heures. Donc je pense que c'est aussi synonyme d'un bon film. Un bon film de manière générale. C'est aussi Oui. ton avis, Peli? C'était mieux que le film qui est sorti en 2017, ça c'est sûr. Alors après, il faut pas non plus être aveugle. Il y a pas mal de défauts. Pour moi, plus de défauts que de qualité. Mais après, c'est des défauts plus techniques. Après, moi, je l'ai revu comme si je le voyais pour la première fois. C'est-à-dire que le film Justice League, à la base, celui de Whedon en 2017, je l'avais vu qu'une seule fois au cinéma. Et je l'avais pas revu jusqu'à maintenant. Et puis là, maintenant, j'ai fait directement la Snyder Cut. Donc, je l'ai vraiment pris comme si c'était un nouveau film. J'ai pas... Ouais, alors justement, ça me fait penser, tu as préparé comment l'arrivée de la Snyder Cut? T'es maté quel film avant? Tu t'es maté BVS quand même ou pas? Ouais, j'ai fait la version longue de BVS, j'ai fait Man of Steel. Ouais, Siegfried te dira que la version longue est la seule version existante de BVS. Absolument. Non, voilà, ouais, j'ai regardé ces films-là, oui, pour me remettre dedans, parce que c'est vrai que je regarde pas chaque semaine les films de DC, donc voilà, c'était histoire de me remettre un peu dedans et c'était surtout BVS le plus important. Au final, Man of Steel, c'était juste pour le Oui, plaisir comme ça. Sachant que Justice League est une suite directe aux derniers événements qui se déroulent dans BVS. Oui, oui, oui. Oui. Alex, du coup, je t'ai pas demandé cette question. Toi, tu l'as préparé comment le film? Tu es allé comme ça ou tu as quand même revisionné un certain film avant? Alors, je suis complètement allée comme ça. J'avais, pareil que Peli, quasiment aucun souvenir de Justice League. Mon cerveau, de toute façon, quand il l'aime pas, il jerte. J'avais comme... Ouais, c'est ça. J'avais des brides de souvenirs de BVS. Je l'ai pas vu et au final, j'ai regretté. J'aurais dû me le voir avant. Notamment, c'est vrai que ce qui est impressionnant par rapport à la version 2017, c'est que c'est une suite, mais directe.
Ouais, je pense que j'aurais dû le voir, mais sinon, ouais, je suis allée complètement libre et je pense que c'était une bonne manière aussi de voir ce film-là. Ok, et Bruno, pour ta part, alors comment as-tu préparé ce film et qu'en as-tu pensé? Alors moi, j'ai préparé le film en regardant le BVS Gold Standard, donc Le version seul. longue. Et j'ai voulu revoir quelques jours, pour pas dire quelques heures avant le visionnage de la Snyder Cut, le Justice League de 2017. Avec le recul, je regrette un peu parce que ça a un peu parasité, mes perceptions entre les deux versions. Et du coup, c'est vrai que je pense que ça aurait été mieux de le revoir avec un œil complètement neuf. Mais bon, je fais comme ça. Oui, Ça m'a permis de mettre peut-être en exergue certaines différences que j'aurais peut-être pas remarquées. oui, tout à fait. Et du coup, ben, je garde le meilleur ou le pire pour la fin, Siegfried. Alors, comment je me suis préparé? Rien de particulier, mais après, il faut dire que j'ai dû voir BVS 4 ou 5 fois, au moins 3 fois en version longue, et la Justice League de Whedon, j'ai dû la voir, ouais, peut-être 3 fois aussi. Donc, je les ai quand même bien en tête et j'ai pas eu J'étais forcément bien besoin prêt, de ouais. les revisionner juste avant. Bah, c'était notamment pour écrire mon livre sur Batman et puis pour des raisons professionnelles, entre autres, que j'ai dû les visionner beaucoup plus parfois que ce qu'ils méritaient, notamment pour la Justice League de Whedon. De ma première impression en sortant de ce visionnage, ça a été finalement Snyder, en faisant sa Snyder Cut, c'est-à-dire en reprenant complètement le film, en le remodelant complètement comme il voulait, il a moins sublimé le film qu'il ne l'avait fait avec l'Ultimate Cut de Batman v Superman, où c'était juste son film, auquel il rajoutait 30 minutes, et où il l'avait rendu vraiment meilleur. Et il y avait un processus d'amélioration du film qui était vraiment supérieur sur Batman v Superman, ce qui était paradoxal parce que c'était juste son film auquel il ajoutait ses images, que dans cette Snyder Cut où finalement il y a beaucoup de choses dont on se dit qu'elles auraient pu, il aurait mieux valu les couper, ce qui est un peu, un peu paradoxal, mais des scènes entières dont on se dit, mais finalement, est-ce que Whedon n'avait pas bien fait de les retirer du montage? Bon, dans l'ensemble, ça reste quand même un bien meilleur film que celui de Whedon, notamment parce qu'il est beaucoup plus satisfaisant dramatiquement. Un des grands reproches face à la Whedon Cut, c'était que il reprenait tout le setup de Snyder, c'est-à-dire toute l'idée de création de gros enjeux, mais ensuite ça a accouché d'une souris parce qu'il n'y avait aucun des payoffs de Snyder, on avait complètement coupé tout ce que Snyder avait prévu en termes de grands cycles épiques. Du coup, ça débouchait sur rien et ça frustrait forcément. Le film est aussi beaucoup plus iconique, il est plus sauvage, il est plus dense en termes d'univers et de personnages, donc il a quand même des vraies qualités qui le rendent bien meilleur, mais il est pas très beau. Les dialogues sont un peu surécrits, ça essaye un peu d'être du Nolan, mais bon, Snyder, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus fort avec la narration visuelle qu'avec les dialogues. Et les dialogues sont globalement clichés, parfois ça fonctionne, parfois un petit peu moins. Les FX sont vraiment pas finis, enfin on en reparlera, mais il y a 2-3 trucs en effets spéciaux où clairement il aurait fallu qu'ils prennent quelques mois de plus. Donc Deborah Snyder a expliqué que c'était déjà un prodige qu'en quelques mois à peine, ils aient réussi à caser autant de plans d'effets spéciaux dans leur film. Mais enfin, si c'était Oui, pour faire le film à la va-vite, ils auraient pu attendre 2-3 mois de plus. Il y a un moment où on attendait la Snyder Cut, on n'attendait pas une Snyder Cut faite à la va-vite avant une autre Snyder Cut. Enfin, c'était un peu étrange parce que cette c'est pas... excuse de on s'est précipité donc on n'a pas fait tous les FX. Ben non, enfin le but c'était de voir le film définitif. Donc c'est assez maladroit visuellement, je trouve, de ne pas être allé jusqu'au bout de cette démarche, même si évidemment ça a déjà coûté assez cher et il y a un moment où la C'est Warner ça. ne Est-ce voulait pas que, rajouter encore des dollars. Mais bon. est-ce que budgétairement, ils étaient capables d'aller plus loin aussi? C'est ça Mais la est-ce qu'il n'était pas question. dans leur intérêt de vraiment faire le film ultime qui était promis? Dramatiquement, évidemment, il y a un moment où on a tous une idée en tête de ça aurait pu être encore mieux, ça aurait pu être plus parfait sur cette scène, et on n'est pas tous d'accord là-dessus. Mais on est tous d'accord que sur les FX, il y a un truc qui n'est pas fini. Et bon, bah, ça aurait été plus satisfaisant pour tout le monde que le film soit vraiment digne d'une sortie cinéma, parce que rien qu'au niveau des effets spéciaux, ça ne serait pas passé au cinéma. Enfin, le film se serait fait démolir à sa sortie, rien que pour cette raison-là. Et peut-être pour d'autres, mais ça, on y reviendra plus tard. On y reviendra plus tard parce De toute qu'effectivement, façon, après, là, je sens qu'on est sur la tangente spoiler. Ouais, Pelli. de toute façon, le fait même que le film dure 4 heures n'aurait pas pu sortir au cinéma déjà. Le film tel qu'on nous l'a montré là, et tu peux pas le sortir au cinéma, tu peux pas mettre 4 heures de film au cinéma, c'est impossible. Mais Beaucoup trop. On a eu toute des signaux façon, de 3h30, hein, c'était pas inconcevable. Mais de toute façon, c'était pas prévu, hein. Pour moi, il Oui, tout à l'a fait. sorti avec tout le contexte qui est le cas. Et aussi, j'ai l'impression que c'est un peu, je me suis bien fait plaisir.
J'ai mis vraiment toutes les scènes que j'avais envie, que j'avais en tête. J'ai mis toutes les suites que j'avais envie, même si j'en mets trop et que ça sert à rien ou pas, hein, on en reparlera. C'est ça le problème. Et ben, mais problème ou pas, il l'a fait, tu vois. Moi, en étant vraiment large et pas en rentrant dans le vif du sujet ou la critique, je me dis, bon, bah, en fait, il s'est fait un kiff, hein, et il a fait vraiment le film qu'il voulait. Et j'ai l'impression aussi une sorte de revanche, peut-être, par rapport à ce qui s'est passé en 2017 et peut-être la claque qu'il a eue en regardant le film. J'en sais rien, après, je pars un peu trop. Et surtout, ce qui m'a marqué, c'est. À la fin, quand il y a l'hommage un peu, j'ai l'impression, à sa fille décédée, je trouve que voilà, il y a du personnel aussi dedans et j'avais vu un interview de lui où il disait qu'il était prêt à faire beaucoup plus long. Lui, il était aussi il pouvait partir sur un film de 6 heures, voire 8 heures. Donc non, il pense pas en mode cinéma. Alors, Deborah Snyder avait dit que si le film s'il n'y avait pas eu tous les problèmes avec Whedon, le suicide, etc., le film serait sorti au cinéma dans un format probablement de 2h30, 3 Oui. heures. Oui, voilà. Probablement plutôt 2h30. Oui, Et mais à finalement, cette époque-là. et oui, bien sûr. Et finalement, je me demande si c'est pas ce que j'aurais aimé voir Snyder coupant lui-même son film pour en faire une sortie ciné de 2h30, sachant que le film de 4 heures aurait été prévu ensuite pour une sortie en Blu-ray. Comme il l'avait fait pour Batman v Superman en Ultimate Cut, à partir du moment où on est en Blu-ray ou en streaming, on peut rajouter toutes les minutes qu'on veut. Mais j'aurais bien aimé voir Snyder se retenant lui-même, parce qu'évidemment, dans tout film, les réalisateurs filment beaucoup plus que ce qu'ils vont garder à la fin, et coupent ensuite des scènes pour être plus efficaces, parce qu'il vaut mieux avoir trop et couper ensuite que de ne pas avoir assez et de ne pas pouvoir faire de reshoot, parce que les reshoots, c'est pas toujours possible et c'est très cher. Et j'aurais été assez curieux de voir une version de 2h30, 3 heures coupée par Snyder lui-même. Ouais. Une version qu'on ne verra du coup certainement jamais, là on peut en Non. être sûr. Mais Et du effectivement, coup, on n'a pas de juste milieu entre la version massacrée et le kiff personnel. Et c'est un peu dommage parce qu'un vrai theatrical cut vu par Snyder, ça aurait pu être vraiment très intéressant. Mais bon, tant pis. Hein. Ouais, après on peut se dire aussi que c'est quand même. Sur Vas-y, ces vas-y, 4 Billy. heures, quand même, quand tu regardes quand tu regardes le film et que tu essayes de faire le tri de ce qui aurait pu être coupé au montage et ce qui ne l'aurait pas été, on en retire très peu au final parce que dans tous les cas, il y a certaines scènes qui ont été rajoutées qui augmentent la compréhension de certaines choses. On a par exemple le développement du personnage de Cyborg qu'on n'a pas vu dans la version de 2017 et qui là est quand même bien importante. Si on enlève tout ça, ça n'a plus aucun sens. Après, il y a 2-3 scènes, par contre, on peut tout à fait les retirer sans que ça ne gêne Oui, il aucunement y a le des film. scènes qui Sans peuvent être compter retirées ou diminuées. Voilà. Sans compter les innombrables slow motion que je pense, si tu les retires, tu as au moins facile 30 minutes de film qui se retirent. Voilà. Mais ça, on les aurait pas retirés. Donc... Ouais, mais on en reviendra marche. après, mais dans certaines scènes, il y en a un peu trop quand même. Ouais, c'est sûr, on y reviendra après, effectivement, sur ce point-là. De toute façon, la Bruno. sortie en cinéma d'un format de film, c'est quelque chose qui se fait en première intention. Là, il a pas la contrainte. Il fait un truc pour une sortie en format HBO. Il n'est pas sur un objet cinématographique. Si on prend par exemple le cas du Seigneur des Anneaux, Peter Jackson savait ce qu'il voulait faire. Il a mis des années pour le faire. Et un cut pour la version cinéma, en sachant à l'avance qu'il allait y avoir des versions longues qui allaient sortir, et que ces versions longues ne trahiraient ni l'esprit ni le message des versions cinéma, mais que par contre, elle allait ravir par des scènes qui pour certaines sont particulièrement réussies et qui rapprochent encore plus en fait l'œuvre de l'œuvre littéraire. Donc il y avait une démarche. Là, la démarche, elle est prise à l'envers, parce que finalement, le film qui est sorti en salle, c'était pas le sien. Allô? Mais c'était pas si à l'envers que ça, dans le sens où Snyder, ce qu'il a filmé là, il avait filmé pour le cinéma à la base, en prévoyant de couper certaines scènes pour le faire tenir dans le format cinématographique final de 2h30, mais à part 4 ou 5 minutes qu'il a rajouté lors d'e-reshoot, toutes les images qu'on voit là, c'est quand même des scènes qui avaient été tournées pour le cinéma et comme objet cinématographique à part entière. Ce ne sont pas des scènes qui ont été tournées pour être vues au max. Donc on est quand même dans une ambition qui est assez proche de celle de Peter Jackson,
qui est de faire un film long, mais quand même d'une durée raisonnable pour le cinéma, et ensuite de se faire un kiff personnel qui aurait ensuite été diffusé sur HBO Max, en Blu-ray, etc. Sauf que évidemment, ça n'a pas lieu parce qu'il y a eu cette version tronquée, mais l'ambition à la base, au moment où il tournait ces images-là, était quand même celle de faire une espèce de Seigneur des Anneaux. D'ailleurs, on sent l'influence aussi dans quelques scènes, mais la démarche était quand même relativement proche de celle d'un Tolkien. En plus, avec cette idée de cycle, parce qu'il voulait faire un cycle en 2, 3, 4 films, les rumeurs divergent un peu là-dessus, mais il y avait quand même cette ambition. C'était quand même, enfin, à tout point de vue, je trouve que cette démarche est celle de Tolkien, sauf qu'il y a eu cette péripétie de son licenciement, le suicide, enfin, il y a une accumulation de péripéties qui fait que ça n'est pas arrivé au bout, mais le film a été tourné, en tout cas, avec cette ambition qui est quand même clairement, pour moi, celle d'un Peter Jackson. Oui, Quand même, après, j'aimerais le bien fait qu'à qu'on la se place, positionne maintenant mettez-la sur l'idée vraiment. de faire un film comme ça pour HBO en VOD directement, fait que on s'enlève toutes les barrières, les limites liées au cinéma, quoi. Du coup, Oui, bah du coup, on voit directement la version longue qui serait tout à qui aurait fait. probablement sorti sur Blu-ray. Voire même encore plus longue, j'ai l'impression. Je pense qu'il a même mis peut-être plus que ce qu'il aurait mis dans la version longue classique, mais Oui, probablement grâce à la rallonge de la Warner, il s'est fait encore un peu plus plaisir en rajoutant des choses qui n'y auraient pas été, oui. en plus, ouais. Tout à fait. Et Alexandra, on t'a pas entendu du coup, toi, la durée du film de 4 heures? Bonne idée? Mauvaise idée? Bah, c'est pas bonne ou mauvaise idée, c'est que de toute façon on n'a pas eu le choix, donc on l'a mangé comme ça et moi j'ai vraiment vu ça en mode je savais que ce jour-là j'avais rien d'autre de prévu. Donc je me suis pas saoulée à faire les 4 heures, je l'ai pas vu en plusieurs parties comme certains j'ai vu sur les réseaux qui ont découpé hein, par partie. Non, moi je savais que ce samedi-là, donc avec mon copain, on se voyait ça. Et après, comme je disais, comme globalement j'ai bien apprécié, j'ai vraiment pas regardé le temps. Ça m'a pas gêné. Après, je pense pas que c'est une méthode à refaire tout le temps. Hein. Je suis pas sûre que le format 4 heures comme ça, ce soit bien efficace et pertinent. Et il faut pas que ça soit une bonne habitude. Et puis ça le, ça le, ça le pousse trop du coup à pas faire de choix. Parce que j'ai l'impression que c'est un des problèmes de Snyder, Tout à c'est fait. qu'il a beaucoup de mal avec le choix. Et c'est révélateur de certaines scènes. On va en reparler. Je suis plus à l'aise avec le spoil. C'est même au niveau des suites et des envies qu'il a envie pour les prochaines. Il a laissé beaucoup trop de pistes qui, du coup, sont perplexes. C'est-à-dire, si tu en laisses une avec une ouverture, bon, toi, tu te dis, OK, qu'il y en a ou qu'il n'y en a pas, hein, qu'il y a le Restore the Snyderverse ou pas. Là, il y en a 4, 5. Ce n'est pas concevable. Enfin, Bah, et il est buté sur ça en fait. Et c'est ce que je disais tout à l'heure quand j'ai vu une interview de lui où il a envie de partir en série, qu'il peut faire 7 heures, 8 heures, 9 heures de film. C'est un réalisateur. Donc dans ton métier de réalisateur, que ce soit t'éclater à faire des slow motion, à écrire des dialogues que je considère pour la plupart bons quand même, et ben ton autre capacité en tant que réalisateur, c'est faire des choix. Et c'est le plus gros défaut de Snyder. Après, il y a un autre problème à ce niveau-là, c'est que les films qui sont sortis, par exemple Wonder Woman 2, Aquaman, je sais plus ce qu'il y a eu d'autres comme films qui sont sortis Ouais, après c'est tout, Justice c'est tout, League. c'est tout. Voilà. Shazam. Ah oui, Shazam. Mais bon, il a pas Le vraiment de problème, lien direct. Birds of Prey, attention. le souci, c'est que ces films-là ont été sortis donc après la version de 2017. Est-ce qu'on aurait eu les mêmes accueils? Est-ce que on aurait eu la même vision sur ces films si on avait vu la Snyder Cut avant? Tu vois ce que je veux dire? C'est par exemple, je veux dire comment expliquer ça? Pour Aquaman, par exemple, est-ce qu'on n'aurait pas eu un avis différent si on avait vu la Snyder Cut, à la place du Justice League de Joss Whedon en 2017? Parce que les réalisateurs qui ont fait les films Aquaman, Wonder Woman, et cetera, eux, ils se sont basés un peu sur le Justice League de Joss Whedon. Donc au final, ces films qui ont été faits, c'est un peu faussé, je trouve. Ouais, mais si tu regardes bien, la Snyder Cut, elle change pas la trame principale du récit. Hein. Ça n'a pas d'influence sur les autres films. Non, mais par exemple, on aurait pu peut-être assister à des caméos intéressants dans d'autres films. Tu vois, qu'on Ouais, je aurait suis pas pas sûr. forcément. C'est-à-dire, imaginons par exemple, là, dans la Snyder Cut, on a un caméo qui est plutôt cool.
ce caméo, par exemple, on a très bien pu le mettre dans un des autres films, style soit Aquaman, soit un peu comme Marvel le faisait à la fin de leur film. Ouais, mais je pense Ouais, pas ça, que ce clairement, soit forcément le cas, hein, mais... Il y a- il y a- Si, il y a une volonté après Snyder Cut, après l'échec commercial énorme de la Snyder Cut, enfin de la Whedon Cut, pardon, Ouais. de dissocier les films le plus possible, justement pour essayer de toucher des publics très différents et ensuite de voir ce qui Mm. marchait pour perpétuer la recette. Donc si, clairement, ils auraient probablement fait beaucoup plus de liens entre les films s'il y avait eu un succès d'une éventuelle sortie du Justice League de Snyder, sauf que ça ils l'ont pas fait, la Whedon Cut n'a pas fonctionné, donc ils se sont dit, tiens, on va faire plein de films très différents, y compris le Batman et le Joker qui sortent dans des continuités encore différentes, la série Green Lantern dont on ne sait pas à quel point elle va être reliée au DCU. Enfin, ils ont décidé volontairement d'une implosion du DCU, et même les films qui officiellement sont connectés au DCU comme Aquaman, Wonder Woman ou Shazam, finalement on ne sait plus trop quel est leur statut et en quoi elles sont connectées, mais ça c'est vraiment une politique volontaire suite au Justice League, et effectivement je suis entièrement d'accord avec Pelli, enfin je pense vraiment qu'ils auraient créé plus de liens. Oui. Du coup, ça repose une nouvelle question. Est-ce que les prochains films qui vont être tournés pour le DC Cinematic Universe, est-ce que ces films-là vont être pris par rapport à la Snyder Cut ou par rapport à la Whedon Cut? Bah, aucun des deux pour l'instant. Mais aucun des deux, parce que la Snyder Cut fait pas Par partie exemple, de tout ça, et Whedon, c'est oublié. Le film Flash, ils vont le baser sur quoi? Ils vont le baser sûrement sur la Snyder Cut. Je pense que le film Flash, ça Tu vois, serait c'est- juste Non, parce qu'il a l'occasion. été pensé avant. Bah, Le film Flash, normalement, il est déjà écrit, enfin, Bah oui. il est c'est pensé dommage. complètement par rapport à la Whedon Cut, mais à mon avis, on a certaines scènes de Flash supplémentaires dans la Snyder Cut, par exemple, qui pourraient expliquer un peu mieux certaines choses qu'on pourrait voir dans un éventuel film Flash. oui, mais la Snyder Cut n'est pas canon, donc dans tous les cas, le film Flash ne fera pas référence à la Whedon Cut. Ça, enfin, la Snyder Cut, Snyder Cut. ça, c'est juste sûr et certain. Après qu'ils réutilisent Ouais. des éléments de la Snyder Cut pour les re-raconter, par contre, dans le film Flash, libre à eux. Par contre, ils ne feront pas du tout référence à ce qu'on a dit dans la Snyder Cut, et ce que la Snyder Cut a apporté au personnage de Flash, par exemple, entre autres, ne sera pas du tout évoqué dans le film The Flash. Là, ils ont clairement dit quand même que s'il y avait par hasard une suite au film de Snyder, ça resterait un Snyderverse complètement distinct du DC Universe qui ne... La Snyder Cut ne sera jamais canon dans le DC Universe. Même la Warner a beau vouloir oublier le film de Whedon, ça reste canon. Après, je pense simplement qu'ils n'y feront pas référence. On reverra peut-être un ou deux personnages qu'on a vus dans le film Justice League de Whedon, parce que bon, il faut bien les remontrer parce que le film a existé quand même. Mais on va éviter autant que possible d'y faire allusion pour reposer des personnages de façon indépendante. Enfin, on va avoir un Shazam 2 bien avant d'avoir un Justice League 2 par exemple, et on va avoir The Flash bien avant d'avoir un Justice League 2. Donc finalement, on peut y faire allusion aussi peu que possible pour développer le personnage à part On va entière. avoir un Justice League 2. Hein. Eux, ils aimeraient bien, mais bon, pour l'instant, il faut qu'ils recréent les personnages, et pour l'instant, les personnages, on est loin de les réimaginer ensemble. Ouais, ça semble On peut très bien se Bruno, On peut très bien Vas-y, se Bruno. servir du personnage de Flash pour faire ce que DC avait fait en comics, c'est-à-dire se servir d'un événement comme le Flashpoint pour arriver à rebooter un univers qui en a bien besoin. Parce que là, on est dans le n'importe quoi en termes de continuité. Oui, non, mais pour l'instant, ils n'ont pas envie de rebooter l'univers. Pour l'instant, Shazam a très bien marché et ils envisagent un Shazam 2. Aquaman a très bien marché, ils envisagent un Aquaman 2. Wonder Woman 2, bon, c'est pas tip-top, mais ça a quand même plutôt bien marché. Et Patty Jenkins a déjà signé pour un 3. The Flash ne va pas rebooter l'univers. Il va peut-être créer plusieurs continuités, on sait pas trop ce que ça va être, mais ils vont pas rebooter l'univers parce que pour l'instant, commercialement, depuis qu'ils ont abandonné l'idée d'une Justice League et de copier le MCU, leur univers, commercialement, il fonctionne plutôt pas mal. Et puis Wonder Woman 2, après, c'est un peu faussé quand même, parce qu'il y a eu le Covid entre-temps, donc du coup, il n'est pas sorti au cinéma en France, par exemple, il n'est pas sorti au cinéma. Voilà, oui, c'est un peu faussé. faussé. Surtout qu'il est très nul aussi. Hein. Oui, Moi, c'est j'ai autre chose. Ça, voilà. particulièrement détesté. C'est une horreur. Mais de toute façon, pour moi, il patauge complètement. Hein. Donc, ce que tu disais, Skifrix, c'est exactement ça. C'est qu'il n'y aura aucun film qui va s'inscrire dans la Snyder Cut, à part s'il y a un Snyderverse. Peut-être, on ne sait pas. En tout cas, le hashtag est lancé, ça c'est sûr. Ouais. On y reviendra à la fin de ce podcast. Mais sinon, oui, pour moi, il n'y a pas une continuité de film. Il y a des films comme ça qui zonent. Genre, il y a Pop-Up le Wonder Woman 2, Pop-Up Shazam 2, puis le nouveau Batman. Donc voilà, c'est synonyme de ce qui se passe depuis quelques années. Ils savent pas où ils vont. Pour moi, c'est ça.
Non, mais je pense que là, bon, après, on va peut-être un peu sortir du débat, mais effectivement, je pense que là, ils savent un peu où ils vont, c'est-à-dire qu'ils se laissent le choix de faire Bon, ils le font mal en tout cas. plusieurs Ils univers à savent, ils le part, font tu mal. vois. Après, S'ils savent, ils le font mal, Nico, parce que là, franchement, non, mais je veux dire, quand non, t'es mais fan, ça ressemble à rien, hein. non, mais ils l'ont mal fait au moment de la Whedon Cut et tout ça, et donc ils l'ont mal fait, mais aujourd'hui, ils savent très bien où ils vont, c'est-à-dire que la nouvelle direction, ils savent que pour eux, chaque film peut être indépendant comme relié. Certains films sont reliés à Ouais, mais l'univers qu'on a- connaît, et d'autres sont après, indépendants, et puis voilà, quoi. on dévie, mais même comme Ouais, ça, ouais. ils y arrivent pas, quoi. C'est Wonder Woman 2 relie même pas, il y a des incohérences chronologiques. C'est une honte. Mais bref, Ouais, j'ai pas vu Wonder Woman 2, mais bon. Sur ce, on Après, va raccrocher de suite. pour accrocher à Snyder, justement, ce que Ouais, j'aime bien, voilà, c'est vas-y. qu'il y a une tentative de refaire confiance au réalisateur qui n'était oui, pas complètement, du ce tout que le j'allais cas dire. précédemment. Et donc, même avec des films déconnectés qui peuvent frustrer parce qu'ils sont déconnectés, Aquaman a quand même été réalisé par James Wan, qui est un petit peu plus qu'un Yes Man, même s'il a fait des trucs de Yes Man. Bon, Patty Jenkins, pour moi, c'est pas une réalisatrice, mais enfin, ça, c'est encore une fois. Au moins, il y a une volonté de confier toute une trilogie à la même personne. S'il y a un Joker 2 ou un autre truc dans le même genre, ça sera réalisé par Todd Phillips. Enfin, il y a là, ils ont quand même refait confiance à Snyder pour qu'il restaure sa vision pour un truc qui est quand même relativement inédit en termes de re-shooter un film qui est déjà sorti au cinéma. Enfin, il y a eu quelques très très rares cas dans l'histoire du cinéma. Donc, il y a quand même une volonté de faire confiance à des réalisateurs qui, elles, tranchent complètement avec ce qu'on pouvait avoir avec ce qu'on peut encore avoir chez Marvel, où l'idée c'est vraiment de confier à des Yes Men qui eux sont complètement interchangeables de film en film. Donc là, au moins, il y a quelque chose de stable chez Warner récemment, et qui me semble quand même plutôt louable. On va faire confiance aux réalisateurs pour coller une patte à quelque chose. Ça marche pas toujours parce que les réalisateurs sont pas toujours bons ou inspirés, mais au moins ils font confiance à des réalisateurs. Et ça, déjà, ça fait quand même plutôt plaisir pour des hauts Déjà fans, je trouve, et aux une cinéphiles. volonté louable, ouais, tout à fait. Alors avant qu'on bascule sur la partie spoiler de notre podcast, je pensais pas que la partie non spoiler allait être plus loin, mais on a un peu dévié par moment. Bref, j'aimerais juste vous demander, donc pour conclure cette partie sans spoiler, une note que vous donneriez on va dire sur 20 à ce film, Alexandra. Attends, la note qu'on aurait donnée, enfin qu'on a donnée au premier Justice League Non, comparée à à celle-là. celui-ci. Non, Ah, non, à celui-ci, tout simplement. La note du film, globalement, Ouais, sur 20. sur 20, Allez. 15 sur 20. 15 sur 20, c'est une bonne note. Pelli. 14. 14, c'est une bonne note aussi. Bruno. 13. Combien? 13. 13. Ah, ça baisse. Alors, le dernier, Siegfried. J'aurais donné 12,5 à la version de Whedon et 14 à celle-là. 14 à celle-ci. Ah, pas mal. Pas mal, pas mal. Ça monte de 2 points. Je pensais que le delta aurait été plus grand. Alors, du coup, ça nous donne une moyenne de 14 sur 20. Attends, et toi Bah, moi, vous voulez vraiment... bah, allez, moi, je donne Ah oui, je on donne veut ma vraiment. note. Allez, je donne ma note. Moi, je lui aurais mis un 15 aussi. J'aurais mis un 15, donc du coup, ça augmente un peu la moyenne. Au lieu d'être 14, on est à 14,3, je crois, de tête. Vous m'en C'est voudrez beaucoup. pas si c'est pas exactement le même. Tu dis que c'est beaucoup. Alors, j'ai posé la question à nos fans sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Sur Facebook, on tourne sur une moyenne de 17 sur 20. Twitter à 17,9 sur 20 et Instagram à 18 sur 20. Voilà. Mais Donc, c'est de la folie les avis qu'il y a sur le comment dire les trucs que je peux suivre autour de différents réseaux. C'est unanime comment ça a plu, hein. oui, mais je pense Ça, qu'aussi... ça fait limite un peu peur parfois, hein. Enfin, on voit vraiment c'est le meilleur film de tous les temps. Enfin, Bah, il y a des en choses fait, qui... je les comprends. Franchement, je les comprends parce que dès que j'ai Mais- fini le film, j'étais là en mode oh putain, tu vois. Je les comprends dans cette idée que c'est quand même un bon film de super-héros, quoi. Avec les défauts qu'il a, certes, mais avec toutes les dopes qu'on s'est tapées, et je prends tout. Que ce soit Wonder Woman 2, Shazam, bah, Aquaman, en vrai, c'est pas fou. Justice League, Suicide Squad, globalement, quand t'es pas, imaginons, t'es pas fan de Marvel et t'es fan que de DC, tu t'en bouffes des nullités depuis quelques temps. Et franchement, bah ouais, moi, c'est un des meilleurs films que j'ai vu en super-héros côté DC. Voilà, en super-héros côté DC, mais quand Ouais, tu vois voilà. c'est le meilleur film de tous les temps, tous univers et tous genres confondus. Non, bah Il y après, a c'est des qu'on- Marseillais, hein. Peut-être, mais ça, j'ai vu On dit rien deux contre les fois quand même. Marseillais. Meilleur film de tous les temps, t'as vu ça beaucoup de fois? Ah oui, j'ai vu Oh ça pas mal de là, fois. J'en ai vu ouais, pas ils mal, ont pas ouais. vu. Non, mais si. J'en ai vu pas mal.
Si Siegfried, s'ils en ont vu 3 films dans leur vie, oui. Voilà. Non, mais Faut toujours il faut, peser. il faut pas mettre de côté la part de fantasme dans la réalisation de ce projet Oui. aussi Mais par c'est ça, rapport à c'est tout c'est le fantasme. l'historique qu'il Oui, traîne. c'est le refus d'être déçu et qui aboutit à un certain déni, mais ça fait un petit peu peur quand même. Parce que là, quand même, Mais là, quand même, si je peux on a un intervenir. exemple typique d'une victoire des fans sur l'industrie du cinéma. C'est-à-dire le hashtag, il a Ouais, tellement été ça se discute, poussé. mais oui, Non, Puis aussi une belle victoire des après, je pense studios, hein, parce que du coup, ils nous revendent au prix fort c'est une ça. nouvelle version à laquelle ils n'ont fait que rajouter 70 millions. Oh, ils ont bien gagné là, C'est en clair. termes d'image, en termes Ouais, financiers, mais pour le c'est lancement de aussi un HBO peu Max. un aveu de faiblesse de la Warner. C'est aussi un peu un aveu de faiblesse de la Warner de dire bah merde, putain, au final, on n'a pas sorti le bon film, voilà, donc on Pas retourne de un peu notre. faiblesse, pour l'instant, Voilà. ils ont fait le meilleur calcul possible, hein. Ils ont sorti 2 films, les deux en payant pas impôt. Et en plus, ils regagnent l'estime des fans au passage. Bon, je pense Ouais, pas je qu'ils pense que regrettent grand-chose pour l'instant. c'est gagnant-gagnant pour eux. Ouais. Bruno, tu voulais intervenir? Ouais, je voulais rebondir sur ce que disait Alex. Donc je laisse je laisse de côté le Marvel Universe que je connais bien, mais je vais pas en parler. Donc pour rester sur du Snyder et sur du DC, même si c'est du label Vertigo, moi je pense que Justice League, la Snyder Cut, elle est largement inférieure dans le travail par rapport à Watchmen. Ce que Snyder a fait sur Watchmen était excellent. Ah oui, 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 oui. Mais Watchmen, je le compte pas dedans, hein. Pour moi, c'est ça. De toute Mais façon, qui n'est Watchmen, pas c'est du Vertigo, sacré. mais oui, c'est autre chose encore. C'est sacré pour Oui, moi, que ce mais soit en comics et tout. c'est le Mais même réalisateur, c'est le même réalisateur, oui, c'est le même studio oui. et c'est la même thématique. Donc on a un problème qui finalement n'est pas tant lié à Snyder ou à quoi que ce soit. On est avec le problème que la Warner n'arrive pas à gérer l'univers d'ici dans une Complètement. continuité cohérente. Après, je pense que l'engouement qu'il y a là, je pense l'engouement qu'il y a avec les personnes qui disent que c'est le meilleur film de toute leur vie, voilà, ça vient de sortir le 18 mars. C'est très, comment dire, chaud dans les esprits. Donc peut-être qu'il y en a. Voilà, moi je me suis enjaillée au tout début hein, sur Suicide Squad, hein, je vous avoue. Hein. Au début, je me suis dit, ah, c'est peut-être pas mal. Bah non, faut du recul. Hein. Donc peut-être qu'il faut que ça redescende un petit peu et que les gens se disent, un peu comme nous, ouais, ok, c'est un super bon film de super-héros d'ici, mais bon, c'est pas le meilleur film de la vie non plus. Et on peut toujours mieux faire, surtout avec le contenu qu'on a comics et super-héros qu'a DC et qui peut pour moi rivaliser énormément avec Marvel et proposer un aussi bon film que Watchmen qui est génial, hein, je suis d'accord, et qui est au-dessus de Snyder Cut. Ok, stop, voici la fin de notre partie sans spoiler. Alors pour ceux qui n'ont pas encore vu le film et qui sont à l'écoute de ce podcast, on vous invite à revenir après avoir vu les 4 heures de la Snyder Cut pour écouter la suite de ce podcast. Pour les autres, restez avec nous, on est bien. Sur ce, on continue et donc j'aimerais avoir votre avis on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. Et puis mon premier thème, ça va être un petit peu justement la Snyder Cut, c'est un film qui revoit une ancienne version qu'on a déjà connue, mais je trouve qu'il y a quand même quelque chose d'assez important qui ressort du film. Moi, c'est la première chose que j'ai notée, c'est le nouveau traitement de certains personnages, notamment Flash et Cyborg. Flash que je trouve beaucoup moins bête et beaucoup moins... c'est même pas bête, c'est teubé, tu vois, c'est la même chose, mais ça résonne mieux, tu vois, dans cette version-là. Et Cyborg qui est vraiment beaucoup plus approfondi et plus sombre que la version qu'on nous avait sortie en 2017. Qu'en avez-vous pensé? Je commence par Bruno. Eh ben, je suis complètement d'accord. Ces deux personnages sont clairement les deux qui ont énormément profité de la Snyder Cut. Flash a plus du tout son côté horripilant qui est juste là pour amener le gag. Il a une vraie importance dans le récit. Il en a même plusieurs. Cyborg est devenu un personnage très intéressant. Très bien exploré et qui donne envie d'en savoir plus et qui donne envie de le retrouver, ce qui était loin d'être évident quand on a vu la version de Whedon de 2017. Je peux rebondir.
Vas-y, rebondis. Alex. J'attends ça depuis tellement longtemps. Pardon. Non, pour moi, j'irais même plus loin au niveau des personnages. La réécriture, pour moi, elle est sur chacun. Donc, en échelle, je dirais, moi, ce qui m'a frappé, c'est Cyborg. Pareil, j'avais vu l'interview de Snyder qui disait que s'il n'y a pas Cyborg, tu perds le film. Et c'est ça. Là, il y a vraiment... Tout le film est porté sur lui. On comprend qu'il est mais tellement fort, mais il surpasse tout le monde en fait. Il est même pour moi à une échelle de Superman. Il contrôle toute la technologie. La scène où tu comprends que de battement de cils ou du battement plutôt de pensée, il peut diriger des bombes et faire exploser des pays. C'était une chose qu'on voyait pas chez Whedon. Le côté émotionnel aussi est très fort avec la relation avec la perte de sa mère, la relation avec son père, le lien qu'il a avec les Moverbox. Ça, c'est très important parce que c'est là que tu comprends un petit peu pourquoi il est important. Et même lui, il joue très bien. C'est très profond. Enfin, c'est génial. Flash aussi, j'ai adoré toutes les scènes qu'il a de vitesse. Pour moi, il fallait que le slow motion sur Flash. Ça le mettait encore plus en avant sur tout le film. Mais bon, Snyder. Voilà, il est pas. C'est Ouais, une bonne, c'est un bon mix entre du slow motion et de l'accéléré. Je trouve Ouais. que l'équilibre est très bien trouvé. Ouais, c'est vrai. Et puis, j'ai vu beaucoup de critiques sur ça où les gens critiquaient un peu la manière dont il court et il balance ses bras. Moi, franchement, je trouve que c'est génial parce que c'est pas facile de retranscrire ce que tu vois en comics. Et franchement, j'ai complètement accroché à sa gestuelle, à son corps qui se déplace, et comme tu dis, au moment de ralenti et d'accélération. Et même, pareil, chacun retrouve sa place dans le film à des moments important. Flash, il va être crucial pour l'équipe. Cyborg aussi. Wonder Woman, en fait, moi aussi, j'aime beaucoup sa réécriture. Enfin, là, on comprend la classe qu'elle a autant en civil que sur le terrain, la force qu'elle a et même le côté divin. Je trouve qu'il a remis l'aspect divin à certains héros, donc Wonder Woman et Aquaman. Parce que même si, on en reparlait avec mon chéri, même si finalement il ne sert pas vraiment à grand chose parce qu'il n'y a pas trop de combats dans l'eau, et déjà il fait plus de blagues nullissimes. Il est normal, il a une conversation normale avec Flash, mais j'ai trouvé ça génial et très beau. Il est voilà, au moins on l'a pas rendu débile, même s'il a pas vraiment sa place là. Et franchement, c'était Whedon, c'était complètement abusé ce qui s'est passé. Et pareil, il a un côté un peu divin comme Wonder Woman, le chant des Islandaises quand il part. Voilà, le mec est sacré, le mec est là et, moi, c'est tous ces personnages, même Steppenwolf en vrai, il a retrouvé sa place de méchant avec de vrai intérêt, pourquoi il est là, à qui il sert, plus de place, une vraie bataille finale. Voilà, moi ce que j'ai le plus aimé, c'est ça, c'est la relation entre eux et le développement de chacun. On reparlera de Batman plus tard. J'ai un autre avis dessus. Ouais, c'est peut-être à ce moment-là où Siegfried va démonter Oui, ce pas de qu'on vient souci. de Hein. dire. Ah non, pas du tout, justement. Je Non, trouve ça aussi va, que ok. la construction des personnages, c'est clairement ce qu'il y a de Ah, plus réussi dans le film, ou même des personnages qui sont. Enfin, certains sont plus montrés que d'autres parce que forcément, c'est surtout sur Cyborg que Whedon avait élagué. Et justement, c'est assez puissant de voir à quel point on présente Cyborg comme un dieu et à quel point tous les personnages sont divinisés. Là, je suis entièrement d'accord avec Alexandra. Il y a une volonté de faire de tous les personnages des dieux, mais, mais vraiment une source extraordinaire. Et en fait, c'est génial. J'ai pas oui, mentionné Superman aussi. Superman voilà, et la enfin, scène. quand Superman apparaît, il est une puissance qui est 10 fois supérieure à celle de Whedon, et déjà chez Whedon, il claquait par rapport aux autres qui étaient beaucoup plus faibles, mais Mm. là, il est vraiment, enfin, il faut du coup l'imposer encore plus que les autres dieux qu'il côtoie, et il dégage vraiment quelque chose. Et ça, c'est, Ouais, en fait, le problème, c'est que on avait vraiment, enfin, on sent le cahier des charges de Whedon à qui on avait demandé de faire un Avengers, et pour faire un Avengers, il avait vraiment dû réduire la puissance des personnages pour les rendre plus humains, rendre leur pouvoir plus abordable, et du coup, on perdait vraiment l'iconicité voulue par Snyder, et là, on la sent vraiment pleinement, mais où vous, chaque personnage, on se dit, mais ouais, il est incroyable, il est 10 fois plus fort que les autres. Quand on voit Cyborg, on se dit, mais en fait, il est plus fort que les autres. Quand on voit ce dont Flash est capable, on se dit, mais en fait, personne ne lui arrive à la cheville. Quand on voit Wonder Woman, le premier combat de Wonder Woman oh, génial. contre les terroristes, qui a rien à voir avec la version de Whedon, à combien elle dégage la rapidité, de la puissance, de l'élégance. Enfin, tous les personnages sont vraiment iconicisés, et on reparlera effectivement de Batman, comme tu dis. Finalement, c'est le seul qui perd un peu au chance, mais ça on y reviendra. Mais tous les autres personnages sont absolument remarquables. Donc, évidemment, Aquaman
est aussi un peu approfondie, mais un peu moins que les autres. C'est surtout Cyborg et Flash qui avaient tellement perdu à passer par Whedon que là, forcément, ils apparaissent comme des créatures divines. Mais tous les personnages, quand ils affrontent Steppenwolf, dégagent une puissance qu'on a rarement vue en fait dans un film de super-héros. Et c'est vraiment, on sent vraiment toute une équipe qui affronte une menace extraordinairement forte et de nature quasi divine. Et là, ça dégage quelque chose qu'on a jamais vu, même dans le MCU. Donc ça, c'était fort. Après, il y a des petits ratés par-ci par-là, mais enfin, globalement, dans l'idée de développement du personnage, c'est vraiment très très fort. Bah là, en fait, il a vraiment fait ce qu'on voulait tous, c'est une vraie Justice League. C'est peut-être mettre 4 heures pour les rassembler, mais au final, le rassemblement et la cohésion se fait petit à petit via des petits bouts de discussion, de duo par-ci par-là entre Cyborg et Aquaman, etc. Mais ça marche parce que quand on arrive au combat final, c'est hyper fort. Et ouais, complètement. Et sur l'aspect divin de Superman où il s'interpose, Steppenwolf qui va attaquer Cyborg et il se prend la hache sur le côté. Enfin, mais il est magnifique, quoi. C'est presque too much, quoi. Du coup, on se demande, mais quelle menace va pouvoir leur faire peur dans la suite? Mais je sais pas, j'ai adoré. Et puis il y avait quelque chose aussi où il n'avait pas besoin de beaucoup parler. Il y avait quelque chose d'assez majestueux sans pour autant avoir beaucoup de dialogue inutile. Tout passait par le regard, sans mauvais jeu de mots, par rapport à Superman. Et ça, c'était très très beau. Tout à fait. Pédi, tu voulais rajouter quelque chose ou pas? Non, c'est d'accord. Cyborg, ouais, le développement de Cyborg, c'est l'un des gros points forts du film. Clairement, le personnage a été quasiment oublié avec Josh Whedon, et là, pour le coup, il a un vrai développement. On voit comment dire, le dilemme qu'il a entre son côté humain et son côté cyborg. On le voit au fur et à mesure embrasser sa nouvelle vie de futur super-héros, ou voilà, de perdre son humanité, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il fait son deuil de son humanité, mais voilà, il embrasse son côté cyborg, ça c'est plutôt cool. Après, pour Flash, je suis pas tellement d'accord avec vous. Alors, il est beaucoup moins exaspérant que dans la version de Whedon, mais pour moi, il reste toujours un personnage débile, et clairement, c'est beaucoup moins lourd qu'avec Whedon, mais voilà, je veux dire. Encore un peu, oui. Ça l'est encore. C'est voilà, je veux dire, j'ai la scène quand il sauve Iris West. Il y a les saucisses du hot dog. Dans ma tête, je veux dire, non, il va pas prendre une saucisse, il va pas le Mais faire. oui, mais regarde comment après ça a été utilisé. Sur le moment, quand il le fait, j'ai trouvé ça ok, c'est limite. Non, mais après, quand tu vois comment il l'utilise, moi j'étais en mode, mais oui, c'est pas con. En fait, tu te rends compte qu'il il va vite, mais il va vite aussi dans sa tête, parce que pourquoi il a pris la saucisse? Tu vois bien que c'était pas pour la manger, c'était pour amadouer ensuite les chiens et avoir le poste. Et moi, j'ai trouvé ça pas con. C'est quand tu vois la fin de la scène que tu te dis ça. Mais au début, tu vois le tout début de la scène, quand le camion s'envole, tu vois les premières saucisses. Dans ma tête, j'ai dit direct, ok, dans la scène, il va prendre une saucisse, c'est sûr et certain. Et après, au fur et à mesure, plus la scène avance et tu le vois prendre la saucisse, tu fais putain, mais c'est pas possible. Et après, effectivement, ça va, c'était pas méchant. Puis l'impression finale, elle est bonne. Méchant, mais tu te dis putain, merde. Tu te dis bon, je veux dire, c'est con quand même pour le coup. Alors après, t'as 2-3 gags. Moi, le gag avec le côté t'as pas de super pouvoir, ça m'a toujours fait rire, que ce soit dans la version de Whedon ou dans la version de Snyder. Mais je sais pas, il y a un truc qui. Alors là, il est beaucoup moins exaspérant, certes, mais pour moi, il y a quelque chose qui. Après, je sais pas si c'est l'interprétation d'Ezra Miller qui fait ça, mais je sais pas, j'ai toujours du mal avec ce personnage. Franchement, il joue bien et c'est un très bon acteur. Après, il faut pas. Chacun a son rôle dans l'équipe, et lui et Flash et le jeune de l'équipe, un peu plus. Voilà, il est celui qui va avoir ce côté. Moi, j'aime beaucoup parce que je me mets un peu à sa place en mode. Tu vois, quand il tient le batarang, je me rappelle avoir dit à mon mec, putain, mais moi aussi je l'aurais gardé, quoi. Ou il a ce regard un peu de fan. Qui est le nôtre au sein de l'équipe. Après, moi, j'ai décroché sur les comics Justice League, mais je pense qu'il a un peu comme ça, non? Il a un peu un côté enfantin et niais, non? J'en sais rien. Du coup, à la fin, c'est très beau quand lors du combat final, lorsqu'il pense qu'il va mourir, il y a une voix off. C'est ce qu'il dit à son père.
Et en gros, il dit à son père, papa, je vais peut-être mourir, mais sache au moins et sois au moins fier de ça. J'ai été parmi eux, quoi. J'ai fait Ça, partie des c'était dieux très beau. j'ai fait partie des dieux de ce monde. Et ça, waouh, c'était En fait, Ouais. moi, dans c'était du le beau pour dialogue. relire, j'ai lu des comics Flash. Ouais. Je vois Flash dans la Justice League. J'ai regardé vite fait la série CW. En fait, le problème, c'est que tous les personnages de Flash qu'on voit, il est pas tellement comme ça. En fait, ils ont repris le Flash qu'il y a plus dans les dessins animés. C'est-à-dire le mec qui a de l'humour, qui est machin, qui est totalement délirant, alors que dans les comics et tout, il est beaucoup plus sérieux. Certes, avec de Après, dans l'humour. les comics, tous les personnages sont différents. Aquaman, il est blond. Enfin, c'est. Non, mais il y a- tu vois, en termes de. en fait, ça fait bizarre d'avoir une telle. Alors après, là, dans la Justice League, il est jeune, vu qu'il a pas encore son poste à la police. On voit, il a la fin, etc. Bah oui. Voilà, il y a ce côté-là aussi à prendre en compte, je l'admets. Mais pour moi, c'est pas le personnage qui m'a le plus. Voilà. J'ai plus été ravi du changement de bord pour Cyborg. Bon, Aquaman, effectivement, on n'a pas de. Il est moins lourd Aquaman que dans la version Whedon, effectivement, pas de problème. Et pour Superman, le gros changement, c'est la tâche, bien sûr. Après, beaucoup plus badass, effectivement, dans sa résurrection. Et pour Batman, ouais, pas de changement par rapport à voilà. Après, moi, j'aime bien Ben Affleck en Batman, donc bon, ça me gêne pas. C'est pas ce qui m'a le plus choqué. Après, là, c'est pas le problème de Ben Affleck. Voilà. Hein. Si on parle un peu de Batou, c'est Ouais, que. justement, on voulait en parler, Alex et Vas-y, Zekri, vous lâche-toi, l'aviez Alex. évoqué tout à l'heure, on va en parler. Après, moi, juste le seul truc que j'aimerais dire en préambule, c'est quand même que on a plus, on a un Batman qui est quand même différent de BVS, c'est certain, mais on a quand même plus le Batman de Whedon qui fait des petites blagues à tout bout de bras à chaque fois qu'il y a une occasion qui se présente, quoi. Et ça, j'ai Complètement. plutôt apprécié. Complètement. Non, mais ça, c'était bien. De toute façon, le fait de la Whedon de mettre les blagues pour comment dire, se comparer et égaliser à Marvel, fallait arrêter. C'est pas le style et c'est pas pour ça qu'on regarde ce genre de film. Donc là, c'était très bien. Au niveau des dialogues, moi, j'ai pas de souci. Non, Batman, au final, c'est celui qui est le plus effacé au niveau de cette Justice League. Alors, si on parle des rôles de chacun, comme un peu tout à l'heure, son rôle, c'est la cohésion, c'est de mettre l'équipe ensemble. Contrairement ou dans le film où c'est lui qui a annoncé un peu la merde, là c'est plus logique que ça soit Wonder Woman vu qu'elle est avertie par les Amazones. Ça, y a pas de souci. Mais j'ai l'impression que Batman apporte juste l'apport technologique, qu'il est juste là en mode voilà, je vous mets tout ce qu'il faut, voiture, hélicoptère, tout le bordel, mais un peu en retrait dans les combats. Après c'est quand même un homme parmi les dieux, quoi. Oui, je sais bien, mais du coup, par rapport à d'autres, un peu effacé. C'est l'impression que j'ai retenue. Après, oui, moi j'ai trouvé bien la scène de main et de la gênance avec Wonder Woman à supprimer. Ça, c'est une des scènes à supprimer. Ça m'a pas très. Je trouve que c'est pas intéressant. Ça sert à rien. Ouais, ça va à Euh, rien, surtout qu'il n'y a pas du tout la romance entre Wonder Woman et Batman comme elle a été développée dans la Whedon Cut. Oui, voilà. Donc je On sais parle de pas films qui pourquoi ils servent ont à rien, laissé il y en a ça. beaucoup, hein. Ouais, mais ça, voilà, en parlant de Batman, je trouve que ça servait pas à grand chose. Voilà. Puis après, sur Ben Affleck, je le trouve pas à l'aise dans son costume. C'est compliqué. Ouais, Siegfried, qu'est-ce que tu penses toi, par rapport à Batman, justement? Tu es d'accord avec ce que dit Alex? Ben Affleck ne me gêne pas en soi. Enfin, je trouve dans Batman v Superman, en tout cas, il a vraiment montré à quel point il était à l'aise en tant que Bruce Wayne et en tant que Batman. Là, effectivement, par contre, il est plus en retrait à la fois en tant qu'acteur et en tant que personnage, parce que son rôle est moins écrit, et c'est finalement l'une des choses que j'aurais le plus apprécié dans la Whedon Cut par rapport à la Snyder Cut, c'est que Whedon avait compris qu'il fallait vraiment intensifier ce personnage de Bruce Wayne, parce que, il en avait fait quelque chose d'assez joli. On sentait vraiment que c'était le personnage il est solitaire, il est misanthrope, il est violent, il a perdu tout espoir, et c'est lui qui doit prendre la responsabilité de la mort de Superman et réunir une équipe pour restaurer l'espoir, alors que c'est complètement à l'encontre de tout ce qu'il est, de tout ce qu'il fait, et en plus il doit réunir des dieux alors qu'il n'est qu'un homme. Et chez Whedon, on sentait vraiment cette dimension de responsabilité individuelle jusqu'au sacrifice, et à l'encontre de toutes ces valeurs, et de reconstruction du personnage, de devenir un flambeau d'espoir, alors que tu es la chauve-souris de Gotham. Il y avait quelque chose de paradoxal et d'assez fort. Notamment, il y avait une scène où un dialogue avec Wonder Woman,
Wonder Woman, vous voyez à quel point il avait un dos abîmé par tous ces combats, et ça donnait lieu à un dialogue qui était plutôt bien senti. Et finalement, on ne rajoute pas grand-chose sur Batman dans cette Snyder Cut, alors qu'on rajoute beaucoup sur les autres personnages et que Batman, par comparaison, apparaît en retrait. C'est un peu dommage. Et en ça, je rejoins Alexandra, que finalement, on aurait pu donner un plus grand rôle à ces gadgets, parce que quand on le voit se battre, notamment à la fin, c'est... Enfin, moi, c'est les scènes qui m'ont le plus ennuyé, parce que des scènes avec des gens qui ont des flingues et qui font boum boum dans tous les sens, avec des lasers rouges partout pendant 10 minutes, ça en intéresse certains, c'est pas le problème. Moi, ça m'intéresse pas trop. Et dans le combat contre Steppenwolf, il ne participe absolument pas, alors que c'est un personnage dont on sait dans les comics qu'il a parfois des gadgets qui lui peuvent lui permettre d'affronter des dieux, donc sans avoir à lui donner la battelle, enfin l'armure qui permet de taper Darkseid, on pouvait quand même lui donner 2-3 petits gadgets qui lui auraient permis de au moins taper symboliquement Steppenwolf pour participer à ce combat, parce que c'est le seul personnage qui ne participe pas au combat, et ça fait un peu bizarre. Mais comme tu disais, à un moment donné, tu parlais de la mort de Superman Ça, et c'est qui la était vraiment... seule chose qui était mieux sentie chez Whedon que chez Snyder. Ouais, et tu disais que notamment sur la mort de Superman et qui ressentait vraiment ça avec la petite un peu moins, c'est aussi l'idée du film, c'est que j'ai l'impression qu'au début, on a moins l'impression de cette violence au niveau de la perte de Superman par rapport à Whedon. On y passe plus vite. Je sais pas si ça me dérange ou pas, je l'ai juste remarqué en faisant mes notes. Le début du film, c'est comme Ouais, le long Bruno cri de Superman quand il est tué par Darkseid, et qui son cri qui résonne dans les océans jusqu'à Themyscira. Enfin, on la voit quand même bien, cette mort. Mais enfin, je pense que si on la sent moins, c'est parce qu'on perd la scène qui était quand même très jolie, qui était le générique de début de Justice League, avec la chanson de Everybody Knows de Leonard Cohen, chantée par Sigrid. J'ai préféré cette version-là, moi. C'était assez fou, parce qu'en fait, quand on voyait ce générique, on se disait, ben oui, ça, c'est un générique qui vient de Snyder, parce que ça fait référence à l'utilisation de Lennon ou de Dylan dans Watchmen, par exemple. Enfin, il y avait un côté à la fois intersexuel, quelque chose d'assez malin, d'assez sombre, d'assez mélancolique, qui rejoignait complètement une esthétique à Snyder. Bon, sauf que dans les images, il y avait une minute entière d'espèces de néo-nazis qui tapaient dans les oranges d'une épicière arabe. Enfin, ça, c'était franchement n'importe quoi de y passer autant de temps. Mais enfin, dans l'ensemble, ça faisait vraiment Snyder, et ça fait assez bizarre de ne pas le voir, alors que c'était assez percutant. C'était un peu dommage. Si je peux rebondir là-dessus, c'est paradoxal, mais c'est cette scène de 40 secondes qui a été enlevée de la version de Whedon et qui m'a énormément frustré, parce que ce passage-là, qui ressemble beaucoup d'ailleurs au montage et à l'intro de Watchmen, c'était du pur Snyder dans l'esprit. Ça donnait une ambiance de départ au film qui était assez extraordinaire. Et puis ça a disparu. Puis surtout, tu sens vraiment le fait que Superman est aimé dans le monde entier. Tu sens vraiment que ça a un impact fort, sa mort. Alors que là, mais est-ce qu'il l'a pas enlevé d'une manière aussi psychologique, en mode je repars de zéro et du coup je propose une nouvelle entrée? Il n'a rien gardé de ce qu'a fait Whedon. Donc là, en l'occurrence, on déduit que c'était une scène qu'a fait Whedon. Donc ça se tient. Mais c'est juste que c'était étrange, parce que quand on voyait, qu'on se disait que le film a été retourné par Whedon, on se disait, ben ça, c'est une scène qu'il a gardée de Snyder, parce que ça sent le Snyder. Et c'est surprenant que ce soit pas le Snyder, et c'est dommage, parce que finalement, c'était mieux que les débuts de Snyder. Enfin, on l'aurait bien vu dans ce film-là, et ça aurait été mieux de l'avoir dans ce film-là. Donc c'est un peu surprenant et un petit peu dommage. Mais bon, c'est normal. Il n'allait pas non plus prendre une scène de Whedon, alors que c'était à l'encontre de tous ses principes. Mais ça fait bizarre de se dire que c'était mieux chez ça, c'était quelque chose qui était vraiment bien senti chez Whedon, tellement bien senti que ça faisait Snyder, et que du coup c'est un peu décevant de pas le voir là. Ok. Si personne n'a de choses à rajouter à cette partie, je vous propose d'évoquer un autre sujet brûlant de cette Snyder Cut. On l'a évoqué un petit peu dans la première partie, c'est les effets spéciaux, les FX qui par moment grisouillent un peu. Je sais pas comment le dire. C'est vraiment très poli, oui. Voilà, Bruno, t'en as pensé quoi, les effets spéciaux de la Snyder Cut, bon ou mauvais? Comme je vous ai dit, je me suis fait parasiter par la première version 2 jours avant. Donc forcément, j'avais encore la moustache d'Henry Cavill dans les yeux. J'avais la première version de Steppenwolf qui était à mourir. Donc du coup, là, la barre était quand même placée plus haut. Donc je serais relativement indulgent avec les effets spéciaux.
par rapport à la première version. Du fait notamment que l'exploitation de Steppenwolf bénéficie d'effets spéciaux plus intéressants, notamment sur son regard. Le regard de Steppenwolf dans Snyder Cut n'a rien à voir avec celui de la Même version tout de même tout le personnage, hein, il fait quand même beaucoup plus badass que le Steppenwolf Oui, qu'on a dans la version Whedon, qui est beaucoup plus humanisé, j'ai envie de dire, en tout cas, en dehors du fait de son traitement, comme on l'a dit un petit peu tout à l'heure, son traitement du personnage où il était vraiment juste le méchant du film dans le Whedon Cut, alors que là, il a une vraie profondeur. Enfin, en tout cas, il n'a pas non plus une profondeur de dingue, mais en tout cas, on comprend ses intentions, on comprend pourquoi il est là, et on comprend ce qu'il vient faire là, et pourquoi il cherche à réunir les Mother Box. Là où dans la Whedon Cut, on n'avait pas du tout ça. Et sur sur l'aspect esthétique, effectivement, je trouve qu'il fait quand même beaucoup plus bestial et beaucoup plus. En tout cas, tu le crains plus que ce que tu craignais l'autre. bien. Et, Après, pour rappeler d'où on vient, les 15 premières secondes de la version de 2017, on s'est tous demandé ce qui se passait à l'écran. En voyant Super. Ah oui. On s'est dit, tiens, on s'est trompé de film, c'est quoi? Il y a un cosplay? C'était hallucinant, quoi. Ouais, je suis d'accord. Donc là, C'est vrai que c'était la première scène, quoi, putain. Ah oui, c'est la première image, quoi. Donc là, ça fait mal, quoi. Donc là, effectivement, c'est pas parfait, mais de mon point de vue, ça reste honnête. C'est mon point de vue. Ouais, tout à fait. Alors, je sais que Siegfried va le démonter. Non, vous inquiétez pas. Non, il me semblait que tu allais être assez virulent envers les effets spéciaux. Disons que sur le FX, il y a vraiment 2-3 choses qui tâchent particulièrement. Dans l'ensemble, ils sont pas franchement ratés. Mais il y a 2 personnages notamment sur lesquels c'est pas finalisé. Il y a Martian Manhunter sur lesquels on sent que ça aurait pu être plus affiné pour faire plus réel. Il y a un design qui est chouette, qui fait vraiment extraterrestre, moins lisse que dans les comics et qui est intéressant, mais ça fait vraiment très plastique. Et Darkseid est Oh mon particulièrement Dieu. planté. Oh, Mais qu'il est laid. Darkseid, c'est une catastrophe littéralement à tous les points de vue. Il y a cette grande scène, de bataille où il se fait dégommer par Ares et c'est ce que j'avais dit aux autres de la rédaction. Il fait sa Marion Cotillard. En gros, il est amené dans le vaisseau par ses paradémons et puis il est tellement blessé qu'il s'évanouit. Et c'est ça votre Thanos. C'est ça la menace qu'on est supposé attendre pendant les 3 ou 4 prochains films. Un type qui reçoit un coup de hache et qui s'évanouit. Enfin, c'est pas comme ça qu'on rend un antagoniste redoutable et qu'on en fait la méga menace des prochains films. En plus de ça, de la question menace, c'est même question purement physique. Il est beaucoup plus effrayant et beaucoup mieux fait Steppenwolf que Darkseid. Il a une moitié tête de Thanos, moitié tête de pas fini. Il a un corps bizarre que tu n'arrives pas trop à comprendre. Sa tenue, je l'ai même pas en tête. Et du coup, il est pas du tout effrayant. Je sais plus ce que mon copain avait quand il le voyait, il disait que ça faisait un peu poupée. Enfin, je sais pas. Je me rappelle plus, mais je sais qu'on avait rigolé et c'est pas l'idée quand tu regardes Darkseid, clairement. En tout cas, il semble sorti d'un jeu vidéo de PS3. Enfin, on dirait qu'il sort d'Injustice. Oui, c'est ça. Le premier Injustice, mais pas du deuxième, pas d'un film de 2021. Non, il y a un moment où faut être un peu sérieux. Au niveau des designs, au niveau des effets spéciaux, moi, ce qui m'a vraiment choqué, c'est la guerre avec les dieux, les Atlantes, les humains, et la scène que tu parlais de Darkseid. Je trouve que ça va pas du tout. C'est très moche, c'est trop lisse, c'est trop 300. Moi, je pense que c'est plus possible de proposer ce genre de choses, quoi. Je sais pas, c'était pas beau à voir, je trouve. Cette scène-là, ça m'a pas plu. Les autres encore, ça va. La grande bataille était vraiment plantée. Voilà, il y a des scènes qui sont très réussies et d'autres qui sont très limites. Oui. Quoi. D'ailleurs, c'est amusant de voir le contraste entre quand Steppenwolf arrive chez les Amazones, où la scène est vraiment très réussie parce que on prend vraiment 10 minutes à montrer à quel point Steppenwolf massacre les Amazones et à quel point elle tente désespérément d'en ressortir en essayant vraiment tout, en faisant appel à la force, au nombre, à l'intelligence. Il en déchire une à un moment donné. Là, il les massacre, elles échouent complètement et on passe vraiment 10 minutes à montrer leur échec lamentable face à un démon qui est beaucoup plus puissant que ça. C'est vraiment réussi. Ce qui était déjà une des scènes les plus réussies de la version originale, enfin de la version de Whedon.
Oui, mais c'était juste Steppenwolf qui affrontait 2-3 Amazones. Là, en les Ouais. tirant, on sent vraiment à quel point elles luttent désespérément et elles échouent encore plus lamentablement. Enfin, il y a vraiment une volonté d'humiliation des Amazones par la brutalité de Steppenwolf qui est beaucoup plus violente chez Snyder que ça pouvait l'être chez Whedon. Et quand on contraste ça avec la scène de la grande bataille, où clairement la référence c'est la chevauchée d'Héroïrine dans le Seigneur des Anneaux, on se rend compte à quel point ça va pas du tout. Enfin, mettre des milliers de petits bonhommes bâtons qui courent dans les deux sens et qui se tapent hyper cuté, il y a rien qui est lisible dans le combat, et puis avec ce Darkseid complètement ridicule planté là, mais finalement c'est quand même ce qui est le plus raté, c'est ce Darkseid parce que en fait, rien que dans sa caractérisation, elle est pas très intéressante. Parce que finalement, c'est juste un type qui pousse des grognements et qui dit je vais tout casser. Enfin, c'est pas très intéressant. Enfin, quand on lit les comics, on l'imagine plus comme quelqu'un de posé qui parle très intelligemment. Enfin, on l'imagine plus comme une espèce de Thanos, comme le Thanos Oui, mais après, regarde, du MCU. Après, Thanos dans le MCU, les premiers trucs qu'il a fait, c'était pas non plus du gros dialogue. Hein. Bien sûr, mais justement, il dégageait une intensité Il a eu intelligente. énormément de transformations avant de devenir le Thanos qu'on voit dans Endgame et dans Infinity War. Et justement, La première fois que tu vois Thanos dans Avengers, c'est dans la scène post-générique, il tourne la tête et il sourit. Il est violet comme je sais pas quoi. Justement, c'est beaucoup plus fort parce qu'il a ce rictus et ce regard mesquin mais intelligent qui tranche complètement avec cette espèce de bête féroce ou d'animal sauvage qui est Darkseid, qui peut, enfin pourquoi pas, mais c'est juste que si la méga menace et le néo-dieu d'Apocalypse, c'est juste un animal sauvage qui tape partout, c'est pas très intéressant en termes de D'accord caractérisation. que Thanos était plus crédible à l'arrivée que Darkseid. Surtout quand on a lu les Mr. Miracle de Tom King, par exemple, et qu'on voit le Darkseid de Tom King, enfin, ou pratiquement tous les Darkseid qui ont été faits récemment dans les comics, il est quand même souvent beaucoup plus impressionnant. Là, il est encore assez impressionnant à la toute fin. Quand il, après la victoire contre Steppenwolf, quand il écrase la tête de Steppenwolf et qu'il s'éloigne, là, il dégage un petit quelque chose. Mais c'est parce que là, il y a tout à coup un effort de mise en scène. Mais lors de ses autres apparitions, il n'y a pas vraiment d'effort de mise en scène, il n'y a pas d'effort de dialogue, il n'y a pas d'effort de caractérisation ni de FX, et ça fait que il plante un peu la manière dont il essaie de créer une méga menace cosmique, et c'est un peu dommage. Mais ce qui est dommage, en fait, c'est je pense que Thanos, dans ce Justice League Snyder Cut, on l'a trop vu. Je pense qu'on se serait très bien satisfait de juste la scène de fin où il écrase la tête de Steppenwolf et où on le voit. Je pense que juste ça aurait suffi. Voilà. Ça, je suis pas forcément d'accord parce que pour moi, l'une des grandes forces de cette Snyder Cut, c'est de montrer que Steppenwolf n'est que le lieutenant de Darkseid. Là où Whedon avait vraiment essayé d'en faire la menace principale, la grande menace de cet univers alors qu'il n'était pas crédible. Là, dès le début, on sent que c'est juste un lieutenant et justement, c'est assez fort parce que Steppenwolf, enfin, c'est notamment la scène du dialogue entre Steppenwolf et Darkseid qui est assez forte. Ça change rien au fait. Si, parce qu'on a le dialogue entre Steppenwolf et Darkseid qui est quand même assez... dialogue. Mais moi, je te parle de voir Darkseid physiquement, en vrai, pas en hologramme, pas dans la pierre, là, machin. À partir du moment où tu le vois en hologramme, ça sert plus à rien de le suggérer à la fin. Et ça donne un petit truc. Ça donne un tease. Ouais, un espèce de teaser un peu à la MCU, tu sais, en mode, tiens, à la fin, tu le vois vraiment, ok, ah ouais, d'accord, ok, il envoie du lourd. Tu vois après la grande armée qu'il y a sur Apocalypse. Justement, l'idée, c'est de pas faire comme le MCU aussi, de pas retomber dans ces travers-là. Regarde comment il se fait ridiculiser sur sa première. Mais il fallait juste le faire mieux que ça. Hein. Je veux dire, avec les moyens aujourd'hui, il saurait juste être plus beau. C'était pas en mode teasing ou pas. C'est honteux. Hein. Physiquement, il a réussi. Non, il est moche. Ouais, même en dehors du côté physique, il y a quand même. Dans les comics, il est pas non plus, c'est pas non plus une gravure de mode. Hein. Non, mais là, non, c'est pas beau ou moche comme ça. C'est mal fait. Avec les moyens que tu as aujourd'hui, avec le budget qui a été développé. Il est mal fait aussi. Hein, Ah non. Franchement, c'est très propre Steppenwolf en termes d'effets. La texture de Steppenwolf est vraiment très travaillée. C'est aussi parce que Steppenwolf, il y a Whedon. C'est la texture de l'armure de Steppenwolf qui est travaillée. Non, la texture de la peau de Steppenwolf est vraiment très travaillée aussi, mais c'est aussi parce que Steppenwolf, Whedon avait travaillé dessus. Enfin, l'équipe des FX de Justice League, la sortie cinéma, avait déjà travaillé sur Steppenwolf, et même si Snyder a remis l'armure, etc., il y avait déjà eu du travail sur Steppenwolf, alors que Darkseid, il a dû tout faire depuis le début. En fait, là, il a pas eu le temps de faire des bons FX, mais ça se sent, c'est tellement plastique et tellement Steppenwolf, il y a une vraie texture. Ça, j'aime beaucoup la matière. Je le répète souvent qu'aujourd'hui, on n'a plus le 3D gâche tout et que tout est plat et tout est lisse et que
Limite, il faudrait revenir au temps des maquettes, quoi. Bon, après, je suis pas dans le métier, donc ça va être compliqué. Mais c'est ça, c'est Steppenwolf, il y a vraiment une matière. Tu vois que ça bouge, tu vois que c'est rigide. Et c'est ça, c'est Darkseid, c'est tout plat, alors En même temps, que il y a zut, beaucoup plus de c'est scènes le. avec Steppenwolf en mouvement qu'avec Darkseid en mouvement aussi, hein. Il y a ça aussi à prendre en compte, hein. T'as beaucoup Bah, plus de justement, un temps dans le personnage qui ne film bouge même d'Hannibal pas, Bah c'est et justement, Steppenwolf que encore c'est d'Hannibal. plus facile à l'inverse. faire. C'est l'inverse. Ça aurait Ouais. été plus facile de mettre de la matière, sachant que il est quasiment debout ou Non, moi, pour moi, il est bien. En fait, j'ai pas eu de partie, même avec Ouais, ouais, après, Steppenwolf, chacun son avis, hein. j'ai pas Tant eu mieux. Non, de. mais Ça m'a pas je pense qu'ils choqué. ont voulu. Ils ont peut-être essayé de trop accentuer sur le côté sombre, goudronneux, etc. Par rapport à un Thanos qui est Pour plus te chouette, dire, chatoyant. pour te dire, je suis plus choqué du mouvement de la cape de Superman, par exemple, que de la gueule de Thanos. Oh là 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 là. Non, Le tu vas mouvement trop de la loin. cape de Superman, Et je suis pas d'accord avec toi. Ah mec, t'as l'impression de voir un jeu vidéo, le bordel. Ça se voit à 10 km que c'est. Oui, mais Ah, ça, c'est bah, pas grave, parce que là, il y a une volonté d'iconicité qu'on retrouve chez Whedon, et Voilà, on c'est le ça. sait. Chaque fois, Wonder Woman, elle a un petit, elle a de l'air dans les cheveux, par exemple, pour la rendre plus iconique, et Superman, il a la flappe la cape qui colle au vent. Ça, c'est des trucs qu'on Et attire parce que Aquaman c'est des aussi, parties il a pris. le truc des cheveux. Voilà, ça, c'est vraiment des parties pris de Whedon pour rendre ces personnages toujours plus dynamiques et toujours plus divins. Donc ça, pourquoi pas. Darkseid, c'est pas un parti pris, de c'est juste Snyder, FX tu qui veux n'a pas eu dire. le temps de finir. Oui, Snyder, c'est ça, il a juste pas eu le temps de finir ses FX, ça, c'est tout. Ouais, après, en dehors de l'aspect purement esthétique, sur Darkseid, moi, ce que je regrette, c'est quand même enfin, le fait, la bataille en elle-même. C'est-à-dire qu'il descend de son vaisseau, il se fait latter comme une merde par Mais Ares, oui. il remonte la queue entre les jambes. C'est ça C'est ça. qui le rend terriblement nul, en fait. Enfin, Alors, certes, on montre qu'il est vaincu par la Et, puissance coalisée de plein de dieux, et c'est Arès qui donne le coup de hache, etc. Mais enfin, on ne crée pas une menace en montrant à quel point elle se fait désinguer dès le début, quoi. bah, et c'est même, ça, je trouve voilà. qu'il y a un problème à la fin, c'est que du coup, comment dire, son officier Steppenwolf ne réussit pas la mission, hein, qui est du coup de récupérer les 3 Moverbucks. Et je sais pas, énerve-toi un peu, quoi, sois pas content parce que ça fait 4 heures. Ah non, Pour nous, c'est justement. 4 heures. Non, mais non, attends, ça fait 4 heures que du coup, enfin, ça fait longtemps que tu veux ça parce que tu as une ambition. Et derrière, il te dit non, mais attends, c'est pas grave, il y a l'antivie. Voilà, on va se rattraper. Il y a un côté m'en foutiste. Je sais pas, du coup, pour moi, c'est pas du tout percutant comme un méchant. Et nerf-toi genre 5 minutes que ton officier n'a pas réussi le truc. Et quand même, vu que t'arrêtes pas de demander les Moverbox, c'est que ça comptait à un moment donné pour toi. Et juste, t'as une phrase non, non, mais en fait, il y a l'antivie, donc bon, bah, la prochaine mission, c'est ça. Ouais, ok. Je trouvais que c'était pas du tout drama et pas du tout typique Après, d'un méchant. il a une colère froide. Je préfère voir un méchant avec une colère Bah froide. non, c'est pas une Mais colère froide, ça, c'est une colère invisible. non, mais dans le sens C'est où pas de colère. il crie pas, en fait. Je veux dire, en fait, t'as certains personnages comme ça, ils ont pas besoin de s'énerver, c'est-à-dire hurler partout, machin et tout. Mais, Juste le fait de. Là, par exemple, le fait qu'il écrase Steppenwolf, sa tête et tout, qu'il la mais il désingue. l'écrase pas, Tu vois il la qu'il a fini. récupère. Non, mais c'est même pas pour moi, c'est pas ce que tu dis là, c'est pas qu'il a une colère froide ou. C'est que pour moi, il y avait rien. C'était vide. C'était pas effrayant, tu vois ce que je veux dire? Après, peut-être que toi, tu l'as ressenti en mode froid et tout. Moi, je l'ai pas du tout ressenti Alors comme après, ça. Moi, je suis d'accord ça avec me toi. ça m'a Par pas contre, pour le choqué. changement de plan en mode ah bah on n'a pas les Motherbox, c'est pas grave, il y a Ouais, l'anti. Effectivement, ça c'est un peu en mode ah ouais ok, tu nous as fait chier pendant 4 heures pour ça, oui, pour au c'est ça. final nous dire derrière il y a l'antivie, on s'en bat les couilles. Après, c'est vrai que les Motherbox, tout ce qu'elles font, c'est terraformer la Terre pour en faire une image miroir d'Apocalypse, alors que l'équation anti-vie, c'est vraiment une arme qui pourrait être utilisée contre l'univers et dont il pourra se servir en général. Donc c'est quelque chose de beaucoup plus puissant. Oui, mais bon, c'est Mais la carotte qu'on te donne pendant tout le film qui veut ça, donc. C'est ouais, ça, ouais. c'est peut-être présenté d'une façon un peu excessive, d'autant que finalement l'équation anti-vie, ils posent peut-être quand même pas assez clairement ce que c'est dans le film. Ils ont beau la montrer au tout C'est ça, début, et puis c'est avec dommage. Steppenwolf, il y a un moment, ils auraient pu un peu plus nous montrer à quel point ça pourrait être une menace dans l'avenir, parce que sinon ça fait juste une grande phrase qui sert pas à grand chose. Mais ça m'a pas choqué tant que C'est ça, sa clair que réaction à l'échec de Steppenwolf. Oui, Bruno. pour ceux qui connaissent pas l'équation anti-vie, enfin qui n'ont pas lu les comics, ça tombe Ouais. à plat. Oui. Mais là, on comprend même pas ce que ça veut, ce que c'est. Enfin, prévu, l'équation anti-vie, c'est le truc que Darkseid a l'air de graver dans le sol au moment où il arrive lors de la première bataille. Enfin, c'est a priori à ça que ça ressemble, puisque c'est ce que Steppenwolf voit dans sa vision créée par les Mother Boxes. Mais du coup, il est d'autant plus ridicule que Darkseid ne se souvienne pas où il a paumé les Mother Boxes et où il a paumé l'équation anti-vie, alors que c'est lui-même qui l'avait mise lors d'une bataille. Enfin, pour le fan qui ne connaît pas tout ça, ça paraît juste
au pire sans aucun sens, au mieux incohérent, mais pour le coup c'est quelque chose qu'il aurait quand même pu affiner un petit peu. Évidemment il voulait pas gâcher toutes ses cartouches en présentant tous les enjeux de l'équation anti-vie dans ce film-là. Et Alors il y a après, quand même un moment où s'il en parle autant, il faut quand même qu'il explique à un après, il minimum ce faut, que c'est. après, il faut revenir à l'idée de base quand même que Justice League à la base devait être une trilogie. Oui, mais dans Donc, une trilogie, tu as quand même un film qui sort 2 ans avant les précédents et où t'es pas supposé balancer des oui, mais trucs peut-être que dans les deux autres, il allait beaucoup plus développer ce côté-là. Évidemment, sauf que le deuxième allait sortir 2 ans, 3 ans après. Et c'est Donc à un moment, il faut quand même que ton film se tienne un peu. Et c'est très bien de lancer des pistes pour la suite. Dans le, Mais dans c'est le juste qu'à la fin Marvel, de ce film, on se dans dit juste. Mais Marvel, dans Marvel, les gemmes, ça met longtemps. On met longtemps avant quand même de se rendre compte vraiment que tout ensemble réuni, un gros même parce que les bordel. gemmes, elles servent à rien. Là, on te dit d'emblée, l'équation anti-vie, c'est un sacré méga truc. Mais à la fin du film, tu te dis juste, mais en fait, c'est quoi l'équation anti-vie? Et c'est quand même bizarre de se demander, de quoi est-ce qu'on parle en fait? Qu'est-ce qu'on est supposé redouter pour la suite? Ça, je pense Alors après qu'on qu'il aurait on abordé n'a pas la dès le moindre idée de deuxième. ce que c'est. Et ça, c'est un peu, ça, je sais pas, ça m'a paru un peu étrangement géré. Je pense qu'il l'aurait abordé dès le début du deuxième film. Mais c'est pareil, le deuxième film, il sortirait 3 ans après. Donc à un moment, la frustration, il faut que tu la gères dans le film à part entière. L'intérêt aussi des films Avengers, c'est qu'ils te disent pas, mais il y a peut-être un gant quelque part, et puis La basta, et frustration on en reparle 10 ans après. dans, Enfin, dans Avengers, la frustration dans Marvel, tu l'avais quand tu vois à la fin de je ne sais plus quel film, Thanos prendre le gant de l'infini et que le gant de l'infini, tu ne le revois que je ne sais combien d'années après dans un autre film. mais tu sais ce que c'est le gant de l'infini, donc c'est pas grave. Il y a une attente qui se crée, mais tu sais autour de quoi se crée cette attente. Je suis d'accord avec toi. C'est Là, vrai tu sais que même pas là, comment c'est- comment l'équation a été perdue, qu'est-ce que c'est que l'équation. Enfin, il y a des trucs qui, à force de parler de l'équation, il y a un moment où ça aurait dû venir sur le tapis, parce que là, finalement, tu ne sais même pas pourquoi l'équation anti-vie était là au combat de Darkseid, pourquoi il l'a perdue, qu'est-ce que Steppenwolf voit exactement quand il dit à Darkseid, ça y est, j'ai trouvé l'équation anti-vie. Enfin, il y a quand même 5 minutes de dialogue autour de ça pour un truc dont, finalement, à la fin du film, on se dit, mais finalement, je sais même pas ce que c'est ce truc. Puis moi, de toute façon, je Ouais. préfère la multiplication aux équations. Non, Et mais voilà, même de si- belles même si ça- conclusions Allez, pour Ouais, finir. effectivement, donc conclusion de cette partie sur les FX. Alors juste pour conclure, un message quand même que je relève sur Twitter, justement de Kill Psycho qui nous parlait justement des effets numériques. Il disait que si techniquement certains plans ont des effets numériques beaucoup trop voyants, hein, le film est quand même généreux. Et il espérait, ça c'est la question que je voulais vous poser, que peut-être la version Blu-ray ou 4K diminuera cet effet. Je sais pas si Non, ça bien peut sûr que être, non. Non, ça non, peut non. être le cas, je pense pas, mais Bah Ils n'ont non. pas du tout l'intention de rajouter 30 millions pour le Blu-ray. Là, le film est sorti, c'est la version définitive. Ils n'ont même pas le droit, moralement, de dire tiens, on va faire une version qui sera la ultimate cut de la Snyder Cut de Justice League. Ils ont promis aux fans que ça y est, c'était le film définitif et ils l'ont vendu plein pot. Ils peuvent pas l'améliorer. Tout ce qu'on sait qu'il va y avoir une version noir et blanc. Et là, c'est peut-être une bonne chose de ce point de vue-là, parce qu'avec un du noir et blanc, peut-être que les FX passeront mieux. Ça, c'est tout à fait possible parce qu'il y a quand même un côté vraiment sombre, sépia, qui est pas toujours très bien géré dans le film, parce que le film est pas très beau dans l'ensemble. Donc en plus des FX, peut-être que ça va créer une meilleure harmonie du film et peut-être qu'un vrai beau noir et blanc contrasté sera une version plus jolie du film. Mais en tout cas, ils vont certainement pas rallonger des millions de dollars pour améliorer les FX. Ça, c'est ouais, ça c'est sûr. non. Et après, pour revenir sur la version noir et blanc, je sais pas sur quel format on pourra l'avoir. En tout cas, même en France, du coup, je sais pas. En Mais tout cas, bon. ils vont la sortir sur HBO Max, donc a priori, on l'aura certainement dans un Blu-ray, peut-être pas le prochain, mais un autre. Peut-être sur HBO Max quand ça arrivera en France, ou sur OCS, ou en VOD simplement, mais elle Ouais. existera. Et dans pas si tard, a priori, puisque je crois qu'un premier trailer, Non, apparemment, une première c'est séquence que- noir et blanc est sortie il y a quelques jours. Tout à fait. Oui, ce sera sur le Blu-ray, le noir et blanc. Alors après, je sais pas effectivement s'ils vont la sortir sur HBO, mais c'est programmé pour Ouais. le Blu-ray, c'est sûr. Ouais, c'est en bonus, t'es sûr de cette info? Oui, il me semble, je l'ai vu passer Ouais, quelque part. ok, Ou ok. les sources, Bon, je ne pourrais pas te le dire, mais en tout ouais, cas, non, mais à voir s'il y a avec des confirmation. pincettes, mais en tout cas, oui, apparemment, ils voulaient le mettre dans le Blu-ray. Ok. Parce que moi, il me semblait justement avoir vu qu'on ne savait pas si la version noir et blanc était dans le Blu-ray, mais probablement pas. Mais ça a peut-être changé depuis. Ça change un peu tous les jours, de toute façon, avec la Snyder Cut. Donc, Ouais, c'est un peu ça. Par contre, je voulais juste revenir sur ce que disaient Alex et Siegfried sur la scène avec les Amazones. Ouais. Moi, c'est l'une des scènes que j'ai trouvées les plus lentes du film à cause des slow motion. Oh Mais là là. ça amène quand même un côté badass, ces slow motion. Oui, Alors, il y en a beaucoup, il y en a alors peut-être je suis trop, d'accord avec toi. effectivement. On sait très bien que Zack Snyder est un grand fan de slow motion dans tous ses films pour appuyer le côté désastreux ou pour appuyer le côté divin d'un truc. Il met beaucoup de slow motion, il n'y a pas de souci.
Là, quand même, j'en ai rien à foutre de voir la reine des Amazones courir en slow motion, clairement. À un moment, je sais pas, non, mais je crois que sur 10 minutes de scène, il y a peut-être 2 minutes de slow motion que tu peux retirer, quoi. La scène dure super longtemps avec la majorité en slow motion. Même si tu retires le slow motion, la scène, elle est tout aussi intense et tu vois à quel point les Amazones sont en difficulté face à Steppenwolf et tout. Mais là, il y en Je sais a pas, trop, là. pour moi, l'étirement, ça crée justement cette dimension épique et d'autant plus tragique et ça renforce l'échec parce que comme tu les vois pendant plus longtemps et que tu vois cette slow motion qui donne vraiment Ah, mais tu peux une remettre. certaine dimension à leurs mouvements, tu as encore plus envie de croire dans ce qu'ils font. Parce que ça peux insiste remettre. sur la dimension héroïque de leurs actions et donc voir à quel point même leurs actions héroïques intensifiées par la slow motion mais, ne servent à rien et mènent à un échec, c'est quelque chose d'assez percutant. Ouais, je me disais en rigolant, bientôt tu vas avoir une scène avec, je sais pas, Bruce Wayne aux toilettes et tu vois Sean bientôt. C'est ça la prochaine étape. Mais je sais pas, c'est beaucoup. Je trouvais ça un peu beaucoup trop. Et d'ailleurs, à un moment, tu as la reine des Amazones qui glisse par terre pour éviter la fermeture de la porte là. Alors oui, cette scène-là, tu peux la faire en slow motion, mais le fait qu'elle soit en slow motion, en fait, tu vois tous les petits défauts tu vois que c'est du faux, que c'est du fond vert, que c'est du machin. Tu Et au final, tu as le temps vraiment de voir, de te dire: «Ah ouais, mais ça, c'est clairement du». Je sais pas moi, c'est à ce moment-là vraiment que pour le coup, les effets spéciaux m'ont fait dire: Non, mais le fait que là, ce soit en slow motion, en fait, on voit carrément les effets spéciaux, quoi». Je sais pas, moi, j'ai trouvé ça un peu loupé pour le coup. Mais voilà, C'est un peu la marque de Snyder, hein, c'est son problème. Il joue sur l'iconisme à tout va. Ouais, Et ouais, pour ouais. revenir à l'autre référence dont on parlait tout à l'heure, tu fais Le Seigneur des Anneaux, 3 films de 4 heures en version longue, et il n'y a pas un seul slow motion. Et Et tu as un pourtant rythme de tu fer. vois le côté dramatique des batailles pour autant. Ouais, bien sûr. Alors après, tu peux en mettre un peu des slow motion, hein, c'est sûr, hein. Tu peux, mais pas, là, par exemple, sur 4 heures de film, je pense que si tu regardes tout, si tu chronomètres tous les moments où il y a du slow motion, je pense que tu peux, sans abuser, retirer, peut-être 10 minutes de film, facile. Oui, ça c'est facile à dire a posteriori parce que là on se dit chouette, le film parvient vraiment bien à iconiser ses personnages, mais il y a trop de slow motion. Mais est-ce que finalement on n'a pas aussi ce ressenti positif des personnages iconisés grâce à la slow motion? Est-ce qu'en les retranchant, on ne perdrait pas tout ce qu'on dit avoir apprécié par ailleurs? Donc je sais pas, mais c'est Ouais. assez difficile de dire Non, j'aurais mais mieux apprécié le film sans les à slow motion et qui font un truc que j'aime bien justement. non, mais à certains moments, c'est bien utilisé. Par exemple, quand Superman, va dans l'espace, où tu le vois un peu en forme de croix, où il reprend un peu d'énergie du soleil et tout. Oui, cette scène-là en slow motion, elle est très belle, hein, il y a pas de problème. Mais il y en a d'autres où des fois, voilà, il y a eu le petit grain de slow motion qui était peut-être inutile. Après, Zack Snyder, de toute façon, on sait très bien qu'il adore travailler de cette manière-là, il aime bien appuyer sur ce point-là. Voilà, après, c'est Ouais, bah après, c'est la touche de Snyder. Alors, effectivement, on parle de la petite Snyder Touch. Mais justement, pour vous, quel est le meilleur apport de la Snyder Cut par rapport à la version nous a servi en 2017, Alexandra? Tiens. Ce qu'il y a de mieux dans la Ouais, Snyder que Whedon? ouais, mais en tout cas, le meilleur apport que toi, tu peux relever par rapport à la version que nous avait servi à la base. Moi, c'est ce que j'ai dit dans le milieu du podcast, c'est l'écriture et la mise en valeur des personnages et la cohésion d'équipe où ça répond au titre donné. On a une vraie Justice League. Et tout a plus de sens et de cohérence, en fait, que Whedon. C'est vraiment ça qui m'a marqué et qui fait le gros plus par rapport à Whedon, c'est que les personnages discutent entre eux, il y a un début, il y a un milieu et il y a une fin dans leur évolution, que ce soit personnelle ou en équipe. Euh, c'était le plus important pour moi. Ouais. Et Bruno, tu as d'autres éléments que tu as relever où tu es d'accord avec ce que dit Alex? Non, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Alex. Je pense que c'était le plus important en fait. Au-delà des effets ratés et des détails qui ont pollué le film, comme l'humour décalé d'Aquaman ou de. C'est vraiment l'exploitation et l'exploration des personnages. J'ai été très frustré sur la première version. En particulier Cyborg et Flash, d'autant plus que eux n'ont pas encore, en tout cas, leur propre film. Donc c'était très important
de pouvoir les développer et de les développer aussi bien, surtout Cyborg. Aquaman, il est mieux, donc ça aussi, c'est un plus, mais de toute façon, lui, il aura eu, ouais, donc futur antérieur par rapport à un film qui a été retourné. Son film en solo, donc c'est un peu différent, mais effectivement, on a une équipe de divinités, hormis Batman, qui fonctionne beaucoup mieux. Et on a vraiment une Justice League. Oui, enfin Justice League, enfin une équipe qui se forme. Siegfried, Pays, peut-être autre chose à rajouter par rapport à l'apport de cette Snyder Cut? C'est surtout qu'on a enfin un film qui reflète une personnalité artistique et c'est ce qui manquait vraiment chez Whedon où toute la palette, toute la personnalité de Snyder avait été gommée ou en tout cas lissée pour en faire un film plus consensuel et plus MCU. Et là, même avec les tics qui peuvent parfois un peu gêner, avec les petites frustrations qu'on peut ressentir par rapport à la personnalité de Snyder tout simplement, le fait qu'il ait enfin pu faire un film aussi personnel, ça ça résonne quand même. Même si voilà, l'un des aspects de sa personnalité, donc il y a les slow motion, il y a aussi le fait que la plupart des musiques non originales utilisées pour le film viennent de la playlist de sa fille qui s'est donc suicidée. Donc il y a tout ce côté personnel. Et du coup, la plupart des musiques utilisées, les musiques pop, rock, etc., qui émaillent le film, sont dans l'ensemble assez ratées. Enfin, je trouve qu'elles accompagnent vraiment très mal le film, qui déjà musicalement est un peu faible. Enfin, la plupart des musiques orchestrales de Junkie XL sont un peu moyennes, mais il y a toute cette orchestration, playlist pop qui est pas très bonne. Enfin, à mon avis, elle accompagne vraiment assez mal les images qu'elle est supposée accompagner, mais elle est importante pour Snyder parce qu'elle fait écho à son expérience personnelle. Donc, à un moment, ça fait partie aussi des partis pris qui, moi, ne me convainquent pas cinématographiquement, mais qui font assez plaisir parce qu'on sent un réalisateur qui a vraiment voulu parler de lui et enfin faire son film et qui s'en donne à cœur joie. Là où, et justement, c'est d'autant plus appréciable ce côté vraiment inédit de la Snyder Cut parce qu'on a enfin, et ça c'est assez rare dans l'histoire du cinéma, deux versions à opposer l'une à l'autre et on peut voir ce que c'est qu'un film du DCU qui essaye de ressembler à du Marvel par rapport à un film de réalisateur. Et quoi qu'on puisse en dire, le film de réalisateur, le film avec une patte, avec tous les défauts que ça peut impliquer d'avoir une patte, reste quand même plus dense, plus intéressant, plus marquant que le produit formaté. Ah, il est fort ce Siegfried parce que c'était ma prochaine question. Que j'avais intitulé Snyder Cut, Attends, la vision déjà Pelli, retrouvée d'un déjà Pelli. réalisateur. Ouais, non, mais tu as un peu anticipé cette question, tu vois. Pelli, justement, toi, qu'est-ce que tu voudrais rajouter à tout ça? Beaucoup plus épique que la version de Whedon. Ouais, c'est vrai. Ouais. Beaucoup plus compréhensible aussi dans les enjeux. Il y a Bon, avec des... 2 heures de film en plus, heureusement, j'ai envie de dire. Mais... Oui, mais on prend le temps de développer, ne serait-ce que pour la résurrection de Superman. Déjà, dans la version de Whedon, c'est bam, ça arrivait comme ça en mode, hey, si on ressuscitait Superman. Ok, alors que dans la version de Snyder, on t'explique, tiens, attends, avec les Motherbox et tout, vu que ça a fait ça à Victor, vu que ça l'a transformé en cyborg, est-ce que peut-être ça pourrait pas ressusciter ce Superman? Enfin, voilà, c'est beaucoup mieux structuré, ça c'est sûr. Il y a aussi une ouverture à d'éventuelles suites, même si, comme le disait Siegfried tout à l'heure, je pense pas que le Ah, mais Snyder je pense Universe pas. va Ouais. être utilisé, voilà. Ce qui est pour moi dommage. Alors par contre, je suis d'accord avec Siegfried, le gros point faible, la BO, clairement, c'est... Les musiques sont magnifiques, hein, mais c'est complètement décalé. Ça tombe à plat complet. Ah, c'est ça, je veux dire, là, quand la jeune femme chante, quand Aquaman part, ok, tu l'as fait chanter quelques secondes, tu l'as fait pas chanter pendant 2 minutes. Et puis voilà, t'as ça, t'as la musique aussi. Ah, je sais plus sur quelle personne. Je crois que c'est quand Barry Allen sauve Iris West, où la musique est complètement en décalage. Il y a une musique aussi quand Aquaman prend la bouteille de whisky et plonge dans la mer, où la musique est complètement en décalage avec la scène. Ouais, les musiques sont magnifiques, mais elles sont pas du tout dans le tempo. C'est un peu dommage. Alors après, je savais pas que c'était pris de la playlist de sa fille. Effectivement, oui, c'est un hommage, mais voilà. Ouais, mais après c'est vrai que la majorité, ça reste quand même la BO qui est signée de Junkie XL. Hein. J'ai plus Oui, son oui, oui. nom d'artiste, enfin, ça c'est son nom d'artiste, j'ai plus son nom.
Ok. Mais effectivement, c'est Junkie XL qui reprend la BO. Moi, j'étais plutôt content que Junkie XL revienne parce C'est quand que même bien mieux que ben, Danny Elfman. c'est quand Ça, même c'est- bien mieux que on va dire la soupe réchauffée de Danny Elfman, on va le dire comme ça, parce qu'effectivement c'était un peu du réchauffé. Là, on retrouve quand même l'ambiance, en tout cas, qu'on retrouvait dans les anciens films, enfin, dans le Snyderverse, on va dire ça comme ça maintenant. J'étais plutôt content. Effectivement, ça a quand même moins d'impact que ce que pouvait avoir la BO de BVS ou de Man of Steel sur le film. Je trouve que Mais les meilleurs j'étais. moments musicaux, finalement, c'est les reprises des thèmes de BVS et de Man of Steel. Ouais, Il y a quelques nouveaux thèmes, notamment des thèmes un peu plus métal lors de la réunion des Spéros qui sont un peu punchy, mais harmonieusement, ça marche quand même nettement moins bien. Enfin, il y a moins de compositions originales que dans les précédents films, et c'est presque triste de se dire que finalement, il a dû emprunter ou récupérer dans les précédents films ce qu'il avait fait avec Timmer pour que ça fonctionne ici. C'est un petit peu dommage. ouais, c'est vrai que c'est un peu dommage. Après, malheureusement, bon, voilà, ça a moins d'impact, mais bon, ça reste pour moi un point plutôt positif, j'ai envie de dire, par rapport à la version à l'ancienne version, quoi. Après, est-ce que moi j'aimerais quand même qu'on fasse un point, peut-être un dernier point, la fin de la Snyder Cut pour toi. Alors, on va parler de la fin en soi du film, mais aussi des scènes, on va dire, dans l'épilogue final, il y a plusieurs scènes, plusieurs choses qui sont dévoilées, qui se montrent. Pour toi, est-ce que c'est une fin satisfaisante à ce film, ou est-ce que tu, tu attendais autre chose? La fin du film, oui, oui, très satisfaisant. J'ai beaucoup aimé la fin finale, la guerre où chacun avait sa place et même comment c'était emmené, où on les voit un peu iconiques chacun. C'était beaucoup mieux que la Whedon. Après les suites, bah, je le disais un petit peu en cours, mais il y a trop de suites un peu floues, sachant que tu sais que tu vas peut-être pas du tout apporter de réponse. Pour moi, c'est pas possible de faire ça. L'unimé martien qui parle à Ben Affleck, oui, bah non, ça sert à rien. Euh, la partie Nightmare un petit peu apocalypse et discussion avec Joker, bah, tu comprends pas trop parce que t'as un plan où t'as Deathstroke qui parle à Luthor et ensuite tu vois Deathstroke qui est dans le camp des gentils. Enfin, tu supposes des choses. En fait, tu te rends compte qu'il s'est passé plein de choses dans la tête de Snyder et que ça avait l'air trop cool, mais que toi, t'as pas eu le temps de suivre. Sur le moment, j'ai kiffé ces scènes-là. J'ai kiffé le Joker en Jared Leto parce que j'aime beaucoup Jared Leto et que j'estime que c'est un bon acteur qui a pas eu son moment de gloire pour Suicide Squad. Mais quand j'ai rebossé dessus, je me suis dit que si vraiment il nous apporte aucune réponse après, ça n'avait pas lieu d'être tout ça. Même si je dis que la conversation Joker-Batman était plutôt bonne, plutôt efficace et tu sens qu'il y a un intérêt au niveau des comics, au niveau des personnages. Mais voilà, globalement, c'était de trop. Et toi, Peli, qu'as-tu pensé de la fin de la Snyder Cut? Alors, A-t-elle euh, rassasié? oui, plutôt bien. Alors j'ai été déçu parce que je m'attendais à voir la petite scène qu'il y avait dans le film de Josh, la petite course entre Flash et Superman. J'ai trouvé cette scène assez amusante dans la première version. Voilà, je l'ai. Ah, moi, j'étais plutôt content de pas l'avoir, mais Je sais Pareil. pas, moi je la trouvais rigolote. Voilà, c'était mon petit côté un peu mauvais humour. Alors après, pour le côté Nightmare, oui, c'était plutôt cool de voir le Joker. Jared Leto en Joker ne m'a jamais vraiment dérangé. Voilà, je trouve que chaque personne a une interprétation différente du personnage. Voilà, j'ai préféré par contre le Jared Leto en Joker version Justice League qu'en version Suicide Squad. J'ai adoré le dialogue avec Batman qu'il a avec Batman, qui est vraiment lourd de sens et tout. C'est vraiment super intéressant ce dialogue. Après, pour l'arrivée du Martian Manhunter, ouais, ouais. La scène finale du Martian Manhunter, ok, tu peux la mettre comme quoi, effectivement, il dit que, bah, tu sais, l'air de dire coucou, j'existe, salut. Pour moi, Martian Manhunter, il aurait mieux fait d'aller voir d'autres personnages plutôt que Lois Lane. Ça, voilà.
Je trouvais que ça aurait donné plus de sens pour moi à ce qu'il aille voir d'autres personnages que Lois Lane. Oui, tu reproches déjà à Snyder de trop le montrer. Finalement, il le montre pas assez. Enfin, à un moment, on n'aurait jamais réussi, on serait jamais parvenu à arriver à un juste milieu, sachant que le but c'était vraiment seulement d'introduire Martian Manhunter et pas d'en faire un personnage de cette Justice League, mais d'en faire un personnage de la prochaine Justice League. Donc j'ai trouvé ça justement assez fin qu'à la fin il se présente à la Justice League, donc on tease son arrivée, mais qu'on le présente déjà dans le film pour créer un personnage, parce que finalement quand il va voir Bruce Wayne à la fin, c'est pas un personnage qu'on a, c'est juste une espèce de clin d'œil de type qui vient et qui dit coucou, je serai là dans le prochain film. Alors que le voir déjà précédemment, ça montre vraiment à quel point ce super-héros qui est extrêmement puissant, et ça on le découvre quand même petit à petit, s'intéresse vraiment suit les actions de la Justice League de tellement près qu'il s'investit carrément pour aller voir Lois Lane qui n'a quand même pas un grand intérêt dans la ligue pour essayer de lui remonter le moral et de lui redonner espoir. Donc il y a une attention à l'humain dans ce personnage qui est vraiment très intéressante et qui donne envie d'en voir plus, de façon beaucoup plus convaincante que le seul clin d'œil de coucou j'existe à la fin du film. Non, ça je le donne déjà d'une psychologie et ça c'est déjà pas mal et ça le donne déjà de quelque chose de propre et d'intéressant qui change de coucou j'ai des pouvoirs et il y a l'équation suivie et au prochain film. À la limite, alors qu'il aille voir d'autres personnages comme ça pendant un peu tout le film, que tu aies 2-3 scènes par-ci par-là, mais que la scène avec Batman à la fin, tu la retires. Mais dans ce cas-là, le film aurait duré 4h30 et Martin Manhunter aurait eu un rôle beaucoup trop important pour quelqu'un qui est supposé. C'est simplement supposé être un teasing pour le prochain film. Donc, on fait une petite scène pour le caractériser et une petite scène pour l'introduire auprès de la Justice League. Et puis c'est tout. Si on commence à le montrer trop, il devient un personnage à part entière du film. Et c'était pas le but, parce que sinon on se demanderait juste, mais pourquoi, s'il intervient autant et dans autant de scènes, pourquoi est-ce qu'on le revoit pas à la fin, par exemple? Ça aurait paru incohérent, alors que là, finalement, on se demande pas pourquoi Martian Manhunter n'intervient pas contre Steppenwolf à la fin, alors que ça aurait davantage choqué si on l'avait trop vu pendant le film en interaction avec tous les personnages secondaires de cet univers. Donc moi, j'ai trouvé ça, pour le coup, c'est un aspect que j'ai bien aimé. J'aime pas trop le design de Martian Manhunter, mais en tant que teasing pour la suite, j'ai trouvé ça assez fin de ce souci de le créer en tant que personnage, en plus de faire un clin d'œil un peu plus gratuit, un peu plus typique de film comics dans la conclusion. Ouais, après, moi, il y a quand même un aspect un peu plus subtil dans son apparition que juste le teasing pour la suite. C'est qu'on nous montre que c'est le colonel de l'US Army, là, qui. Il reprend son apparence après de colonel ou je sais pas quoi, de commandant de l'armée, là, quand il sort de l'appartement de chez Lois Lane. Et ça vient faire écho pour moi à BVS, par exemple, voire Man of Steel, où déjà ce personnage-là avait un rôle, et notamment dans BVS, c'est lui quand même qui a un rôle dans le fait de. On se rappelle que Lois Lane va lui donner la balle qu'elle récupère sur la scène du crime dans le désert, dans la première scène de BVS. C'est elle qui donne cette balle à la balistique qu'elle a fait analyser, machin, et qu'elle le donne donc à lui pour qu'il puisse voir d'où vient cette arme. Et c'est lui qui va renseigner Lois Lane pour lui dire que la balle, elle provient de chez LexCorp. Donc, tu vois, il y a quand même... du coup, ça prend du sens par rapport à le rôle qu'il pouvait tenir dans BVS. Oui, même si ça, pour le coup, c'est quelque chose qui n'est pas très bien fait parce que, a priori, il est rentré dans l'appartement en tant que Martha, donc s'il ressort en tant que général d'armée, on risque plus de le reconnaître qu'autre chose. C'était vraiment gratuit pour dire « Ah, les fans, on vous avait dit que c'était Martian Manhunter, mais on vous l'a jamais montré, donc maintenant, regardez, on vous confirme que c'était bien Martian Manhunter. » C'était un peu facile, mais bon, ça permet de rapprocher les wagons, oui. Voilà, c'est ça raccroche les wagons, exactement. C'est ça. Sur cet aspect-là, quoi. Et donc, Pédi, est-ce que tu as fini sur la partie sur la fin de la Snyder Cut? Est-ce qu'on passe à Siegfried et Bruno, peut-être? Ou non, tu voulais rajouter quelque chose? Non, c'était les seules choses que j'avais à noter sur la fin du film. Ok. Alors, du coup, peut-être Siegfried, qu'est-ce que tu voulais relever par rapport à la fin? Est-ce qu'elle t'a satisfaite déjà? Comme disait Alexandra, déjà il y a plein de fins de films, donc c'est difficile d'appréhender la fin dans l'ensemble. La première fin du film, c'est évidemment, déjà il y a tout le combat final, tout le générique du film qui est beaucoup plus réussi que dans le film précédent, parce qu'il y a vraiment un côté épique. À partir de l'arrivée de Superman notamment, on a vraiment une grosse dose d'images complètement inédites.
là où précédemment c'était plutôt parsemé d'images inédites mélangées avec ce qu'on avait déjà vu chez Whedon. Là, le combat contre Steppenwolf est presque intégralement inédit, avec chaque super-héros qui va tabasser Steppenwolf et une mise en valeur de la puissance de chacun, ce qui aboutit à un combat qui est beaucoup plus satisfaisant, avec la monstration de Darkseid, puis un premier épilogue où on voit chaque personnage séparément. Bon, malheureusement, il y a la voix off de Celia Stone qui parle à son fils et qui dit des trucs cucul la praline. Bon, ça, on aurait pu s'en passer, mais c'est Snyder qui essaie de se prendre pour Nolan qui est d'ailleurs producteur exécutif du film, donc il y a une espèce de rivalité amicale entre les deux. D'ailleurs, Snyder pique une blague à Nolan, puisque quand Bruce Wayne rachète la maison de Clark lui demande mais comment t'as fait, et il lui dit j'ai racheté la banque, et en fait c'était déjà dans Inception, un personnage avait demandé à Sato mais comment est-ce que vous avez fait pour qu'on ait la première place, toute la première classe dans l'avion pour la réserver. Il avait dit j'ai acheté la compagnie, donc il y a un intertexte évident entre Snyder et le producteur exécutif du film qui est Nolan. Donc cet épilogue est globalement réussi parce qu'il remet chaque personnage à sa place. Puis malheureusement on a ces scènes post-génériques, donc celle avec Martian Manhunter, je l'ai pas forcément trouvée très heureuse, surtout par rapport aux réactions de Bruce Wayne en fait, qui a l'air juste mal réveillé. Ah coucou, c'est un extraterrestre puissant. Bon ben coucou à la revoyure. Enfin, il a l'air un peu fatigué, il prend ça un peu à la rigolade, ce qui est vraiment très étrange. Enfin, Ouais. on dirait qu'il Alors prend. après, on peut se dire qu'ils viennent vivre une aventure assez incroyable aux côtés de la Justice League et que du coup, ça l'étonne plus vraiment, tu vois. Je pense que c'est effectivement ce qu'il était supposé jouer, mais au point de prendre à la rigolade un extraterrestre qui lui dit attention, il y a une menace encore pire qui arrive, mais je vous aiderai parce que je suis vraiment fort. Enfin, c'est un peu déplacé sa réaction, un peu sous-jouée, ce qui est un peu étrange parce que le but c'était quand même de finir le film sur une touche d'intensité. Ouais. Et enfin, pour une conclusion, ça perd quand même en sérieux, c'est assez dommage. Enfin, on a moins envie de voir Martian Manhunter ou l'interaction entre les personnages du fait que Batman quand même ne parvient pas à prendre un allié de poids au sérieux. C'est assez curieusement fait. Et ensuite, il y a cette scène du Nightmare qui m'a pas vraiment convaincu. Enfin, j'ai trouvé ça assez amusant qu'on ait. Ah oui, on a encore, on a aussi la scène qui préfigurait ce qui aurait dû être une Injustice League avec Ouais. une alliance entre Luthor et Deathstroke, bon, qu'on avait déjà vu dans la Ouais, grosso Whedon modo, Cut. c'est pareil, ouais. Je me rappelle pas si chez Whedon, Lex Luthor donnait déjà l'identité de Non. Batman Bruce Non. Wayne Non. à Non, non. Deathstroke, il me semble pas. Donc ça rajoute vraiment quelque chose, mais on comprend que Whedon l'ait retiré parce que peut-être que la Warner voulait quand même garder le secret pour un autre film, enfin faire autre chose que ça et le dévoiler tout de suite, ça aurait été un peu fort. Mais du coup, ça rajoute un peu de densité à la scène. Et puis surtout, c'est amusant parce qu'effectivement, ce que notait Alexandra, on a le contraste entre Deathstroke qui rejoint Lex Luthor et puis la scène suivante, c'est le Nightmare et on voit Deathstroke aux côtés de Batman. Donc moi, j'ai trouvé ça assez réussi, contrairement à Alexandra, parce que ça intrigue. On se demande mais comment ils sont. Enfin, ça accentue le côté comment ils se sont retrouvés là. Donc effectivement, on a le Nightmare qu'on avait déjà vu dans les visions de BVS. Donc on se demande déjà par essence, mais comment on en est arrivé à cet univers où Darkseid semble avoir triomphé de la Terre. Mais c'est encore accentué par cette arrivée de Deathstroke qu'on vient de voir et qui là incarne un rôle complètement différent. Malheureux. Et le Nightmare a cet avantage que l'équipe qu'on voit, elle est complètement incongrue, puisqu'on a Mera qui remplace Aquaman qui a été tué. Donc je rappelle que Cyborg avait eu des visions au moment de de ressusciter Superman. Il avait eu des visions d'un futur alternatif où Darkseid tuerait Aquaman, tuerait Batman d'ailleurs, ce qui est pas le cas ici. Enfin, aurait un impact assez fort sur la société, où Wonder Woman serait morte. Et donc cette scène fait un peu écho à ça, puisque Wonder Woman n'est pas là. On a Mera à la place d'Aquaman, on a toujours Cyborg, mais on a Deathstroke et le Joker parmi les alliés de Batman, donc ça donne une équipe qui est plutôt incongrue, donc plutôt intéressante. Ce qui est dommage par contre, c'est que j'ai franchement détesté cette vision de Leto en Joker, que j'ai trouvé totalement inintéressante. Donc j'ai rien contre Leto en soi. Enfin, c'est un acteur que j'aime bien, et j'ai rien contre lui en Joker. Même après Suicide Squad, je me disais bon, on a coupé la moitié de ses scènes dans les 3/4 de ses scènes même apparemment dans Suicide Squad, donc pourquoi pas, peut-être qu'il aurait été mieux. Mais là, ce qu'il fait m'a paru absolument catastrophique. Il a eu un dialogue qui est supposé être intelligent avec Batman, mais en fait, on croirait assister à un fan film. Vous savez, il y a plein de fan films sur la rencontre entre Batman et le Joker qui sont en gros des copier-coller de la première scène de Killing Joke d'Alan Moore, où les deux personnages se lancent des dialogues supposément intelligents et posés, alors que c'est vraiment juste du fan film c'est le Joker, donc il faut qu'il rigole bizarrement en faisant des espèces de pseudo-blagues un peu cruelles qui sont absolument
pas intéressantes, sans aucune subtilité, sans aucune finesse. C'est vraiment ah tu sais, j'ai tué Robin, hein, et pourtant on est alliés. Ah tu vois comme c'est ironique. Et donc il essaie de faire passer ça de façon plus subtile, mais qui n'est absolument pas subtile. Enfin c'est vraiment plutôt catastrophique. Avec un bon le Joker, je trouve qu'il est mal maquillé, qu'il joue mal, que les dialogues sont pourris. Enfin c'est vraiment quelque chose que j'ai pas du tout apprécié. Et finir là-dessus, un peu comme un bonbon qui était donné aux fans pour leur dire regardez à quel point mon Joker aurait été mieux que celui de Suicide Squad, c'était vraiment un effet qui était complètement planté. D'autant qu'ils ont, ce dialogue sur une espèce de portion d'autoroute désertique qu'à un moment ils sont supposés se cacher parce que Superman pourrait les repérer. Et donc avoir ce dialogue de 3 minutes qui est complètement inutile, qu'il pourrait tenir dans une cachette, là de façon complètement exposée, avec Superman qui arrive effectivement après parce qu'ils sont restés exposés trop longtemps, ça renforce encore le côté complètement incongru et what the fuck de ces dialogues qui n'avaient absolument rien à faire là, rien à faire dans un film déjà en général parce qu'il était nul, mais en plus rien à faire dans cette situation-là en particulier. Donc c'est vraiment quelque chose qui m'a absolument pas convaincu, ce qui est dommage parce qu'en soi l'idée du Nightmare évidemment est très intrigante. Il y a vraiment un côté, on se demande comment dans un futur film ils vont en arriver là et comment cette équipe va parvenir à fonctionner pour parvenir à descendre Superman, mais on n'a pas l'impression que le Joker appartienne à l'équipe alors même qu'il est supposé en être un membre moteur selon d'après ce qu'il dit dans les dialogues. Et surtout pour moi ces dialogues et le personnage sont complètement foirés. Enfin on a complètement c'est dommage parce que Snyder peu avant la diffusion de la Snyder Cut avait diffusé ces images qui apparemment avaient été prises dans sa salle de bain, où notamment avec Jared Leto en Joker en christique avec une couronne d'épines. Donc on se demandait si ça allait apparaître dans le film ou pas et de quelle manière, mais en tout cas ça avait clairement plus de gueule que ce bonhomme mal maquillé qui se prend pour un acteur fan du Joker et qui rit bizarrement et dit des trucs pas très intéressants. Enfin pour moi c'est complètement foiré. Final film là-dessus, c'était vraiment assez dommage. Ouais, après, c'est vrai que, enfin, je sais que j'ai vu une interview justement de Snyder qui disait que bah, c'était pas du tout prévu que Joker soit dans ce film-là, hein, ça, vous en doutez. Et que justement, bah, c'était plus pour le fun parce que, bah, comme il se dit que bah, il aura certainement plus l'occasion de bosser sur un film avec Batman, bah, il avait envie de se faire un peu son kiff perso et de se faire une petite confrontation Batman-Joker, quoi. Ouais, mais quand on se dit qu'une partie des 70 millions de rallonges de la Warner est passée dans ces reshoots-là, franchement, il aurait pu se passer de ces 80 minutes. Encore, l'idée de finir sur le Nightmare est plutôt pas mal parce que ça raccroche un peu les wagons avec les visions que le Cyborg avait eues précédemment et évidemment avec BVS, donc pourquoi pas. Mais bon, en l'occurrence, pour moi, il s'est fait un petit kiff. Pour moi, il a complètement foiré son kiff. Il aurait mieux fait de s'abstenir de montrer le Joker tout court, ou peut-être qu'il aurait pu le suggérer, mais s'il n'avait pas d'idée pour mieux écrire cette scène que ça, il aurait mieux fait de s'abstenir plutôt que de se faire son petit kiff dans le genre ah je pourrais plus jamais tourner de film d'ici. Bah regardez, je vais quand même utiliser le Joker parce que là j'ai le pognon pour. Bon Voilà, non, désolé. Pense au film d'abord plutôt qu'à ton kiff. Il y a un moment où ça va trop loin quoi. Ah bah écoute, il se fait son kiff, il se fait son kiff. Bruno, justement, toi, est-ce que tu as kiffé la fin de la Snyder Cut? Le Ah, Bruno? principal bastonnade il est Pardon Bruno. Bruno? Ouais, Bruno, tu m'entends ou pas? pas très bien. Ok, parce que bah, là on t'a entendu, mais on n'a pas entendu le début de ta phrase tout à l'heure. Du coup, il faudra une petite coupe supplémentaire pour Pelli, hein, tant qu'à faire, et que tu reprennes ta phrase, s'il te plaît. Ok. Ouais, donc moi je suis tout à fait positif sur la fin du film, sur la principale, hein, c'est-à-dire la baston finale contre Steppenwolf. Même l'arrivée de Darkseid, finalement, elle est pas trop mal fichue et elle ouvre directement sur la suite, même si effectivement la référence à l'équation quantique, elle arrive de façon un peu moyenne. Après, pour les 3 scènes qui concluent le film, qui sont en fait des fausses scènes post-génériques, mais pré-génériques, on se demande un peu à quoi elles servent parce que on sait qu'il y aura de suite dans cette continuité en particulier avec ces acteurs. À changer le dialogue entre Luthor et Deathstroke, c'était effet de prise mais qui ne sert pas à grand chose de mon point de vue. Je sais pas s'il l'a changé, hein. C'était peut-être le dialogue original réécrit par Whedon. Ouais, peut-être. Mais du coup, ça ne m'a pas de sortir.
Ça avait rien. Je trouvais que la scène United était intéressante dans son concept, mais c'est vrai qu'effectivement, le dialogue avec le Joker, il aurait été très intéressant dans un autre film, mais pas dans celui-là. Et cette scène du Nightmare, elle aurait pu être intéressante comme une sorte d'ellipse vers un film qui aurait pu basculer sur une espèce de multivers en revant l'intention de Flash qu'on a vu dans la scène du Nightmare de BVS. Et du coup, ça c'était plutôt sympa. Ça se finit avec l'arrêt de Martian Manhunter où là ça tombe complètement à plat. C'était un peu dommage de finir là-dessus, de mon point de vue. Ouais, c'est vrai. Après, pour revenir justement, tu parlais de la fin là, du fait que ça reste une fin assez ouverte et qu'on sent que c'est pas une fin en soi, enfin c'est une fin d'un film, mais que l'univers continue et il y a encore beaucoup de choses à nous dévoiler. Bon, comme on le sait, à la base, Snyder avait prévu au moins 2 films après celui-ci. Et il avait dit justement dans l'interview dans lequel j'avais vu qu'il parlait de son kiff sur le Joker avec Batman. Il parlait aussi de la fin et qu'il avait essayé justement même s'il savait qu'il n'allait pas continuer à faire cet univers-là et qu'il avait prévu d'autres films, il avait essayé de rester le plus fidèle possible à la fin qu'il avait prévue, telle qu'il l'avait imaginée au moment où il avait fait le film, quoi, et pas forcément par rapport à la Snyder Cut dans son idée finale, quoi. Tu vois? Certes, Ouais, voilà. certes. Voilà, et donc bon, voilà, après, je pense que c'est un choix, et puis je pense que c'est plutôt pas mal aussi de se dire que voilà, au moins on a entre guillemets, une vraie version de la Snyder Cut et pas une version trop modifiée hormis les petits kiffs avec le Joker, trop modifiée par rapport au fait qu'on sait qu'il n'y aura pas forcément de suite. Encore que le but des cliffhangers, c'est probablement aussi de donner envie aux fans d'avoir une suite et d'avoir un hashtag Restore the Snyderverse après Release the Snyder Cut qui peut tout à fait fonctionner, surtout à une époque où la Warner est quand même avide de continuité alternative. On pourrait tout à fait imaginer une espèce de Snyderverse sur HBO Max. Enfin, il faut voir quelle Ouais, forme ça pourrait avoir. Pour l'instant, ils éloignent ces rumeurs-là, mais enfin, ils avaient quand même nié pendant des années l'existence de la Snyder Cut pour que finalement elle apparaisse. Donc Snyder, quand même, à la fois dans les interviews et dans ce qu'il ajoute au film, taquine quand même un peu à la fois la Warner et les fans pour créer l'espoir d'une suite. Donc, à voir la forme que ça va avoir, mais je pense qu'il ne faut pas être trop catégorique sur une absence de suite à ça. ouais, je suis assez d'accord, hein. On a vu, l'histoire nous a appris que il était jamais trop tard pour Snyder pour revenir sur son univers. Donc peut-être que effectivement maintenant le hashtag, donc le fameux hashtag Restore the Snyderverse après le hashtag Release the Snyder Cut. Donc on verra si vraiment la puissance des hashtags, est-ce qu'ils sont aussi puissants pour relancer un univers tout entier au cinéma ou sur HBO Max, hein, comme on l'a vu là. Je sais pas, effectivement. Après, il faut que ça coûtera des sous. Est-ce que tout dépendra, je pense, effectivement, comme on l'a dit peut-être au début de ce podcast, il me semble, des enjeux financiers pour la Warner. Si ils estiment qu'à un moment donné, en relançant cet univers, en faisant une suite ou plusieurs suites, ça peut leur débloquer un certain budget sur via HBO Max, je pense pas qu'ils vont s'en priver. Maintenant, est-ce qu'ils auront les garanties nécessaires pour lancer ça? Je sais pas. On verra. Faudra voir les chiffres déjà de ce film-là. Tout à fait. Donc on est très loin d'avoir, mais s'ils sont communiqués un jour, ils sont vraiment très intéressants pour appréhender l'éventualité d'une suite. Sachant que pour l'instant, la Warner a quelques projets pour HBO Max, mais qui restent quand même étonnamment flous. Enfin, c'est pas très fort de leur part pour le coup d'être à ce point dans le vague alors qu'ils devraient commencer à teaser des trucs pour qu'on ait plus envie d'en découvrir plus sur HBO Max. Donc c'est vrai que commencer à teaser la possibilité d'une suite à Snyder, ça pourrait être habile aussi. En tout cas, ça donne une envie de continuer de suivre leur projet, et ça, en termes de marketing, c'est déjà plutôt réussi de leur part. Ouais, tout à fait, tout à fait. Alors, je pense qu'on n'est pas loin de conclure ce podcast. Il y en a fait dont on n'a pas eu ouais. tout parlé, qui est le format Vas-y. du film en 4 tiers, alors que Effectivement, oui, c'est vrai une que critique qui revient beaucoup. ouais, je pensais que on aurait peut-être dit avant. J'avais pas fait une partie juste sur ça. Je pensais que ça allait sortir dans les points négatifs parce que, comme tu le dis, le format 4 tiers, qui est plus un format IMAX, hein, tourné en IMAX pour Snyder.
du coup, donne un aspect un peu surprenant sur des télés classiques, en 16/9 aujourd'hui. Tu voulais rajouter quelque chose, vas-y. Tout à fait, donc c'était une idée de Snyder depuis le début. Il est très probable que s'il avait sorti son film au cinéma, on n'aurait pas eu du 4/3, mais on aurait eu du cinémascope beaucoup plus traditionnel. Mais enfin là, il a profité de la liberté accordée par la Warner pour se faire son petit kiff aussi de ce point de vue-là. Pour lui, le 4/3, c'est plus fidèle à une représentation super-héroïque parce qu'il pense que les super-héros sont des personnages plus verticaux et qu'ils dégagent donc plus de puissance sur un format d'image vertical que sur un format horizontal. Donc j'ai trouvé quand même que il y a des plans sur lesquels ça marche, il y a des plans sur lesquels un format plus panoramique, plus horizontal aurait pu dégager plus de puissance, notamment dans les scènes de bataille, mais pas que. Donc, je suis pas toujours convaincu que le 4/3 était le choix le plus pertinent, mais bon, ça fait partie du truc aussi, des choses qu'il faut accepter en tant que participant à la vision que Snyder avait de son film. Donc bon, pourquoi pas. C'est En tout ça, cas, tout à fait. parfois c'est assez intéressant. Parfois ça donne lieu à des jolies choses. Et au moins, c'est vrai que ça change complètement de ce qu'on peut voir par ailleurs. Et je trouve que les gens qui critiquent le 4/3 le critiquent un peu facilement parce que on l'oublie quand même relativement vite en voyant le film. Enfin, on se dit rarement en plein milieu du film, oh mince, c'est dommage qu'elle soit en 4/3 et pas en cinémascope. Donc il y a un peu de mauvaise foi là-dedans aussi. Du fait qu'on sait que c'est en 4/3, on va avoir tendance à essayer de le voir un peu plus souvent et de le reprocher un peu plus, alors que finalement ça s'oublie assez vite et ça sert un peu le film, ça le dessert peut-être un peu parfois, mais on voulait voir le film de Snyder, on a le film de Snyder, donc ça fait partie de ce qu'il voulait faire. En même temps, au vu des scènes d'action et en particulier du final, et pas que, hein, mais aussi la bataille sous le port de Gotham, c'est un choix de format qui est tout à fait pertinent parce que par rapport à du 16/9 qui est plutôt adapté sur les grands espaces extérieurs et d'autres types de batailles, l'IMAX sur des zones de cette géométrie-là comme le réacteur ou la cheminée dans le port de Gotham est un choix de format que je trouve tout à fait intéressant. Tout à fait, on dirait presque qu'il a choisi ces lieux pour ce format, mais en tout cas, ça se prête plutôt bien à la géographie des combats, oui, tout à fait. Très bien. Alors sur ce, avant de conclure ce podcast, je voulais juste sortir quelques commentaires des fans Facebook et Twitter notamment, parce que comme je vous l'avais dit, j'avais un peu teasé le podcast en demandant les notes, et j'ai sélectionné deux, trois petits commentaires. Alors il y en a un qui me fait assez rire, c'est que j'ai demandé les notes, donc forcément sur Twitter, et donc il y a le compte DC Comics France qui m'a répondu, qu'il mettait au film une note de 10/10. En toute objectivité, bien sûr, j'imagine bien. Trêve de plaisanterie, il y a aussi sur Facebook Luo Léo qui nous donne une note de 7,5/10, voire 8/10 si on prend en compte la dureté du travail et du parcours de Zack Snyder, après toutes les épreuves qu'il a dû traverser ces dernières années pour être malgré tout parvenu à aller jusqu'au bout pour sortir son film. C'est vrai qu'on l'a relevé, hein, c'est quand même. Ça a été un travail de longue haleine, hein, même pour Snyder, pour teaser sa Snyder Cut et appâter les fans pour faire sortir ça. Il y a aussi Steve Reboot qui nous dit, Steve Reboot ou Reboot, je sais pas, tu ne me pardonneras Steve, mais 9/10 pour lui. Petit bémol sur les incrustations lors de la bataille chez les Amazones. Les ralentis sont tout bonnement géniaux. Quand un réalisateur veut faire le lien entre les vignettes comics et le mouvement à l'écran, c'est par les ralentis tirés à l'extrême que ça passe. Le plan de Wonder Woman avec la mallette est l'exemple même. Et comme les personnages, mis à part Batman, évoluent à grande vitesse, c'est normal. Rythmé, des plans épiques et bibliques, mais comme les super-héros sont des dieux parmi les hommes, il n'y a pas mieux à faire. Longue bataille pour enfin la voir, cette Snyder Cut, et pas déçu, bien au contraire, 4 heures, c'est trop court. Ah, voilà, donc les fans en demandent même plus, vous voyez, on aurait pu mettre un film de 6 heures. Et enfin, je vais finir avec deux autres commentaires sur Twitter, avec Camus, DJ qui nous met 9/10 sur Twitter parce que je comprends qu'on puisse lui trouver quelques défauts. Donc c'est ma note objective, mais au fond de mon cœur, c'est un 10/10. Et, et bien sûr, un dernier commentaire comment dire, timoré, de Luxy Soré, qui nous met un 6/10. C'est mieux que le DC Whedon. Les persos sont plutôt bien explorés, mais sur 4 heures. Donc ça aurait pas pu sortir sur ce format au ciné, et ça aurait été comme BVS. Tout n'est pas super cohérent et le matériel d'origine n'est pas super respecté. Ça reste plutôt beau et divertissant malgré tout. Voilà. Pour les commentaires des fans sur les réseaux sociaux, bon, il y en a beaucoup d'autres, mais Il n'y a pas eu de j'imaginais commentaire d'un certain Siegfried W.
Oui, il y a eu un commentaire d'un certain Siegfried sous W, mais je me suis dit que ce certain Siegfried aurait peut-être plus à même de développer sa pensée dans le podcast Exactement. lui-même. Il est vrai, il est vrai. Oui, certes. Voilà. Voilà pour ce podcast dédié à la Snyder Cut. Hein. Il a fallu pas mal de temps pour débriefer un petit peu tous ensemble de cette Snyder Cut, puisqu'effectivement, il y avait beaucoup de choses à dire. On a attendu 3 ans et demi de voir ce film, alors il fallait bien en parler presque 2 heures. Sur ce, merci à tous ceux qui nous ont écoutés jusqu'ici. Merci à vous tous d'avoir participé à ce podcast. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures de Batman. Ciao, ciao, ciao! Salut. Merci. Salut. Au revoir.